En direct de la Maison du développement durable à Montréal. Bienvenue à Farouche! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Oh yeah. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut de notre corps. On est farouche. Approche-toi pas. Bonjour tout le monde, je m'appelle Coralie Laperrière et j'utilise le pronom elle. Et moi, c'est Emna Achour et j'utilise aussi le pronom elle. Et on est vos deux animatrices du podcast écoféministe Farouche, le seul podcast qui permet dorénavant à son auditoire d'aller pisser dans l'eau de pluie. Merci la Maison du développement durable! Oui! Meilleur flex, honnêtement. Meilleur flex. Oui, puis avant d'aller plus loin, on vous rappelle que c'est toujours super apprécié quand vous nous laissez un petit avis et un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. Ça nous aide beaucoup. Fait que, pas vous là, qui êtes là sur place tout de suite, là, à la pause, là, mais à l'audio. Prenez des notes. Et aujourd'hui, c'est un épisode particulier, la gang, parce qu'on souligne deux grandes premières. Non seulement notre premier épisode à la Maison du développement durable, mais aussi notre tout premier épisode depuis que Farouche est officiellement produite par notre média indépendant préféré, Pivot! Oui, le seul média qui nous donne l'espoir qu'on est plus que 6 progressistes au Québec. Ça, c'est fun. On est au moins 50 aujourd'hui, c'est super. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'être avec les fabuleuses Rachel Gilmore et Samia Amrani. Rachel, t'es journaliste indépendante. On te connaît surtout pour tes analyses approfondies sur les réseaux sociaux. Merci d'être là. Puis nous, notre podcast, c'est Farouche parce que ça veut dire sauvage, indomptable, pas trop approchable par les hommes. Est-ce que tu te sens farouche aujourd'hui? Absolument. Oh, yes. Tous les jours, ouais. Yes! Ben merci d'être là. Et toi, Merci à vous. Samia, je fais ton petit pedigree. Tu es avocate en droit de l'immigration. Tu es présidente de Helm Montréal, qui est un organisme de défense des droits des personnes LGBTQIA+, arabophone à Montréal, quand même. Tu es cofondatrice... Oui, wouh! J'aime ça. Tu es cofondatrice de la section montréalaise de Queers for Palestine et co-organisatrice de Wild Pride, Fierté indomptable à Montréal, que vous avez peut-être vu passer. On l'applaudit! Toi, Samia, te sens-tu farouche ce soir? Tous les jours. Tous les jours aussi? Tous les jours, absolument. Déjà, vos bios sont quand même farouches. Ouais, quand même à la base. Vos jobs, c'est ça, sont très farouches. On aime beaucoup. Puis on voulait commencer par vous demander, est-ce que vous avez des exemples de comment votre féminisme se manifeste dans votre travail de la vie de tous les jours? Vous me regardez en premier. Je pense que mon féminisme intersectionnel s'illustre dans tout ce que je fais, j'imagine, en immigration, en aidant des femmes, des personnes non-binaires, aussi des hommes, évidemment, à venir au Canada, j'imagine, pour vivre leur vie, pour pouvoir atteindre ce rêve canadien, I guess. Sinon, dans mon militantisme, c'est beaucoup la queerness, mais aussi les femmes. Donc, je pense que mon féminisme, non seulement de par mon existence, mais par ma pratique, se manifeste pas mal tout le temps. Très bien dit. Très bien dit. Oh! Ah oui, n'hésitez pas à applaudir tout le long, là. Allez-y. Et Rachel? Pour moi, je rends beaucoup d'hommes fâchés. Oui! Chaque jour. That's very good. Ça, Ouais. on aime ça. Alors ça, c'est vraiment... j'adore faire ça. Et j'adore faire... juste être féminin et être moi-même, ça le rend encore plus fâché. Alors, c'est assez facile, le travail, mais je le fais chaque jour. C'est ça, vous en rendez même pas compte. Non. J'adore ça. Oui, on l'applaudit. On va avoir l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup, la gang. Oh yeah! Ah oui, on va monter un peu le son de cette transition. On peut le refaire. On peut le refaire, mais peut au le montage, ça va tout être fait. Ça va tout être fait. Parfait. Écoutez-moi pas à l'audio. C'est un nouveau lieu, une nouvelle technique. Tout va bien. On va s'adapter. Hey! C'est maintenant l'heure du bulletin de nouvelles pour parler des moments qui ont marqué l'actualité. Et oui, on fait des jokes sur des nouvelles déprimantes. C'est notre mécanisme de défense. Oui. Et attention, le bulletin de nouvelles peut contenir des fausses informations pour le bien des blagues. Hein? Enlevez pas les cartes de presse à pivot, par exemple. C'est tout ce qu'ils ont. Okay. Le 21 septembre dernier, Nouran Rezaï, un adolescent de 15 ans, a été tué par balle par un policier de Longueuil. Et le 1er octobre, Gabi Renaud, une femme de 44 ans, a été tuée par son conjoint, faisant d'elle la 14e victime de féminicide cette année. Et c'est face à cette violence policière et conjugale que François Legault a décidé de répondre en s'attaquant aux menaces des islamistes radicaux et des syndicats.
Ben oui. Si vous voyez pas le lien, c'est normal, il y en a pas. Oui. Et après 25 ans de propagande islamophobe qui suppose que les islamistes radicaux, ils vont imposer la shawarma au Québec, les experts affirment qu'en fait, c'était dans la tête à Frankie all along et que les ventes de pepperoni se portent toujours très bien, là. Les grandes centrales syndicales de la province ont répondu aux attaques du gouvernement en disant on a bien des défauts, mais c'est quand même pas nous qui avons causé les dépassements de coûts d'1,1 milliard de SACLIC, le 470 millions de perdus dans Nordvolt et le 568 millions dans recyclage carbone Varennes. PS, ça serait le fun que les gens se rappellent que sans les syndicats, on travaillerait 6 jours semaine puis il n'y aurait pas de vendredi. Non. Surtout les vendredis. De son côté, le nouveau ministre de l'Environnement, Bernard Je pleure pour un pont Drainville, a dit que l'objectif de son mandat était de balancer l'environnement et l'économie. Ouais, bref, ouais. Petit bruit de vomi, on apprécie l'effet spéciaux. Bref, avec lui, c'est toujours la même chanson. Puis là, on parle pas de la fois où il a été vraiment cringe puis qu'il a chanté la toune des Cowboys fringants en conférence de presse. Non. La CAQ a d'ailleurs annoncé l'abandon de l'interdiction de vente de véhicules neufs à essence dès 2035 et justifie sa décision par l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Pour un gouvernement qui voulait pas importer des conflits, ils sont pas mal en train d'importer la lâcheté. Le gouvernement a aussi annoncé la suppression du financement pour le baromètre de l'action climatique, le projet de recherche qui mesurait les perceptions et attitudes des Québécois face à la pire crise environnementale de l'histoire quand même. En 2024, le baromètre avait démontré que 82 % des Québécois reconnaissaient l'urgence d'agir, alors que l'autre 18 % a juste pas peur de mourir, visiblement. Je sais pas. Non, mais ce monde-là, ça fait des toasts dans leur bain, puis tout, là, c'est sûr. Le baromètre avait démontré qu'une majorité de la population souhaitait que le gouvernement en fasse plus pour le climat et l'adaptation au changement climatique, mais la CAQ préfère utiliser la technique trumpienne, pas de données, pas de problème. C'est brillant. Et depuis le début de l'année parlementaire, plusieurs analystes politiques de grands médias québécois parlent d'un virage à droite de la CAQ. Là, on va vous tenir la main en vous disant ça, là, les analystes. Là. La CAQ a toujours été à droite, non? Ouais, on va même vous flatter les cheveux en vous le disant, les médias, là. Être contre les personnes trans, les personnes immigrantes, les syndicats et la science climatique, ça a toujours été à droite. Ouais, permettez-nous même, tant qu'à y être, de vous chanter une petite berceuse en vous le disant, les médias. Vous pensez que vous êtes au centre, mais ça n'existe pas, le centre. Hein? Le centre, c'est juste l'ennemi du fascisme qui est trop pissou pour prendre sa place. Ouais. Et c'est pourquoi il est important de soutenir vos médias indépendants préférés, comme notre nouveau producteur Pivot, le seul média à ne pas avoir braillé le décès de Charlie Kirk. Attention, vous autres, attention. C'est les élections municipales partout au Québec. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Ouais, les pancartes dehors, c'est pas parce que le monde s'est mis à mettre leurs cartes d'affaires sur les poteaux. Non. Puis là, on doit vous le dire, là, ça fait du bien. Une élection où tous les problèmes ne sont pas mis sur le dos de l'immigration. Enfin, tu sais, cette fois-ci, c'est vraiment différent. C'est sur le dos des pistes cyclables. Non, mais c'est rafraîchissant. Et à Montréal, la lutte est serrée entre les progressistes, les indécis et celles qui veulent plus de places de stationnement. L'ancienne ministre libérale fédérale Soraya Martinez-Ferrada est candidate à la mairie pour le parti Ensemble Montréal, l'ancien parti de Denis Coderre, qui était lui aussi un ancien ministre libéral fédéral, et elle promet d'apporter un vent de changement. On dirait que je serais pas surprise qu'à la fin des élections, genre, on fasse une scène à la Scooby-Doo, puis là, on fasse comme... Finalement, en dessous de Soraya, c'était Denis Coderre tout le long. Je sais pas. Ça l'a vraiment changé, Compostelle. Parmi ses promesses, Ensemble Montréal prévoit éliminer 1000 postes à la ville de Montréal. Mais tu vas couper qui, Soraya, là? Tu penses-tu vraiment... Comment tu vas y choisir les 1000 personnes supposément inutiles, là? Tu vas couper des bibliothécaires parce que tu lis pas de livres? Des employés pour l'épuration d'eau parce que tu bois juste de l'eau Fidji? Tu sais, la petite bouteille, en tout cas. Ouais. Le parti Ensemble Montréal promet également d'assouplir le règlement sur les locations à court terme de type Airbnb, qui, on le rappelle, est un facteur aggravant de la crise du logement. Oui, bouh, j'aime ça. Les mauvaises langues diront que
ça a peut-être un rapport avec le fait qu'elle a déjà été ministre fédérale du tourisme puis qu'elle a dû se faire inviter une couple de fois à manger des huîtres dans des restos trop chers par des derbyistes pro-Airbnb. Mais nos langues à nous, ils diront pas ça, là. Madame Martinez-Ferrada aurait justifié l'assouplissement de la réglementation en disant qu'elle ne voudrait pas pénaliser les citoyens qui désirent arrondir leur fin de mois. Bon, c'est sûr que si les 3,5 n'étaient pas 2 000 $ par mois, il n'y a personne qui serait obligé d'arrondir ses fins de mois. Mais en même temps, ça va être parfait pour les 1000 personnes de la ville qu'elle aura collissées dehors pour aucune bonne raison. Hein? Ils vont pouvoir sous-louer leur garde-manger. Oui. Oui, mais la chef d'Ensemble Montréal reconnaît le fléau de la crise du logement. Elle promet même d'éliminer les campements de personnes itinérantes à Montréal dans 4 ans. Je sais pas trop comment qu'elle va faire ça, sûrement en leur payant des Airbnb à 500 $ la nuit dans le Vieux-Port, je sais pas. Le parti propose également un moratoire de 12 à 18 mois sur la construction de nouvelles pistes cyclables. Bref, un parti pro-propriétaire, anti-mobilité durable. Hey, on est rendu avec la CAQ au municipal. Ouais. Dis pas ça, là, je vais faire des cauchemars à l'idée que Bernie Drainville privatise les bacs à compost. Je suis comme... Bref, Ensemble Montréal, en plus d'avoir une plateforme béton, là, puis pas béton dans le sens de solide, là, béton dans le sens de « hey, oublie ça des nouveaux espaces verts », ben, en plus de ça, le parti propose des candidats de la qualité du Parti populaire de Maxime Bernier, la gang. Oui, comme un certain Luciano Recchini dans Rosemont, la petite patrie. Oui, ça, c'est le candidat qui a dit au journal Le Métro en 2021 que l'écologie n'était pas importante pour lui et ce qui compte, c'est ce qui lui reste dans les poches. Oui. Et qu'il ne recyclait pas. C'est comme, comment Luciano recycler, c'est vraiment la base. Là. Il y a des messieurs en pick-up qui recyclent puis qui apportent leurs tasses réutilisables au Tim Hortons. Oui, t'es capable. Soulignons également la candidature du masculiniste Alexandre Giasson dans Hochelaga Maisonneuve, qui a finalement été exclu après que juste 142 femmes en politique aient dénoncé ses propos. Je pense que la seule femme qui n'a pas insulté publiquement sur Facebook, c'est sa mère. L'ex-candidat a entre autres qualifié l'organisme de Mères au front de bourgeoise monoparentale éco-anxieuse. Moi, ça me donne envie de dire, ouais, pis ça. Hein? Ça serait pas parce qu'il y a une couple de bourgeoises monoparentales éco-anxieuses dans Mères au front qui n'ont pas raison. En tout cas, c'est toujours mieux qu'un douchebag misogyne climato-sceptique. Oui. Parlant de candidats qui portaient sûrement leur masque en dessous de leur nez pendant la pandémie. À Québec, maintenant, un candidat de l'équipe de Saint-Mamad, Napoléon Wu, s'est écarté de la course après avoir dit que la crise de l'itinérance dans la basse ville de Québec était causée par, attention, une culture qui encourage les gens à rester oisifs. C'est pas une joke écrite par Farouche, là. Il a dit ça pour vrai. Oui, lors de son premier point de presse à titre de candidat, il a affirmé « L'itinérance doit être une période de transition, pas un genre de culture où vous mangez gratuit, vous avez le logement gratuit et les vêtements gratuits. » Là, tu te trompes, là, monsieur Wu. Ça, c'est des Nepo baby. Faut pas que t'en veuilles aux personnes itinérantes, mon chum. Faut que t'en veuilles aux enfants de Luc Poirier. Oui, c'est ça. Oui, M. Wu a aussi dû faire face à la musique pour d'autres propos controversés qui ont refait surface. Il aurait dit par le passé que les organismes communautaires pleurent pour de l'argent et qu'ils aiment ça, l'industrie de l'itinérance. Ah oui, tu sais, tous ces travailleurs communautaires qui roulent en Mercedes et qui se font graisser la patte par Big Accueil Bono. Finalement, le candidat a décidé de se retirer de la course et a été remplacé dans Saint-Roch-Saint-Sauveur par une travailleuse sociale. C'est tant mieux. Mais une travailleuse sociale qui n'a jamais habité le quartier. Elle pensait sûrement que Saint-Roch-Saint-Sauveur, c'était un nouveau parc aquatique. Oui. Je pense que ça sonne comme un endroit où il y a une piscine à vagues. En tout cas. Et là, j'aurais un message pour sa maman des Soraya Martinez-Ferrada. Là, à cause de vos niaiseries, s'ils nous écoutent. Là. Faut que je prenne le bord de Bruno Marchand puis Luc Rabouin. Savez-vous à quel point il faut que ça aille mal pour que je prenne pour 2 hommes blancs? Parlons maintenant de nos voisins du Sud qui rendent la vie tellement plus excitante parce qu'on sait jamais quand ça va péter. En manque d'adrénaline, pourquoi faire du deltaplane pour vivre des sensations fortes quand on peut habiter à quelques centaines de kilomètres de la frontière avec un pays dirigé par un fasciste? Oui. Grande nouvelle quand même aux États-Unis, Donald Trump a annoncé que le pays avait trouvé la cause de l'autisme sur un blog genre eugenicsiscool.com, visiblement. Là. Il s'agirait de la prise de Tylenol chez les femmes enceintes, la gang. Ben oui,
Ce à quoi les experts du monde entier ont répondu « The fuck not! Vraiment pas! Vous voulez pas financer la science en place là, pour qu'on trouve la cause? » Je sais pas. Et si on suit la même logique de l'administration Trump, la question se pose, on peut-tu savoir ce que la mère de Trump a consommé pendant qu'elle était enceinte? Tu sais? Pas la même affaire. Non, mais c'est parce qu'on aimerait ça éviter de mettre au monde d'autres petits bébés fascistes. Là. Oui. C'est possible. Non, mais je pense que ça, c'est un effet secondaire de l'autobronzant, j'imagine. C'est comme plus tu ajoutes des pigments, plus tu enlèves de l'empathie. Ah ouais, tu penses? Ben ça doit, là. C'est comme la seule réponse que j'ai trouvée pour expliquer qu'il y a plein d'influenceuses qui encouragent encore des entreprises sionistes. Ah. Sûrement. Sinon, depuis le 1er octobre, le gouvernement des États-Unis est en shutdown. Au début, je pensais que c'était une bonne nouvelle puis que ça voulait dire que Donald Trump avait mis la clé dans la porte. Puis je pensais que la Maison-Blanche allait faire une grosse vente de liquidation, tu sais, puis qu'on allait pouvoir acheter des chaises de bureau puis les Epstein Files. Mais non. Mais non, le shutdown du gouvernement fédéral, c'est assez compliqué à expliquer. Là, on ne rentrera pas là-dedans. Mais l'affaire à retenir, c'est qu'il y a des millions de militaires qui ne seront pas payés. C'est fini, ils ne sont plus payés. On ne sait pas on sait pas comment se positionner par rapport à ça, farouche. Comme on est pour les droits des travailleurs, mais notre limite, c'est vraiment les habits de camouflage, là, par exemple. La seule bonne nouvelle aux États-Unis, c'est que le chanteur engagé portoricain Bad Bunny va assurer le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Et paraîtrait-il qu'à chaque fois qu'un artiste woke est sélectionné pour l'événement sportif, il y a un Cybertruck qui meurt. En Palestine maintenant, ou en tout cas ce qu'il en reste, Israël et le Hamas seraient arrivés à une entente de cessez-le-feu qu'Israël a célébré aussitôt en ne cessant pas tant le feu. Hein? Ouais, l'entente arrive après 2 ans de génocide à Gaza et fait suite aux nombreux kidnappings des équipages des bateaux de la Global Smooth Flotilla par les forces d'occupation israéliennes. Et ce, malgré l'accompagnement initial des navires militaires de l'Espagne et de l'Italie qui ont fini par choquer solide. Ben oui, on était genre à 150 000 nautiques de Gaza, puis là, l'Espagne et l'Italie ont décidé de « on revire de bord ». Tu sais, ça, c'est comme ton ami là, qui avait promis de rejoindre la gang au karaoké après votre sortie au resto, mais qui s'est jamais pointé. Mais avec des bombes puis des connes, là. Mais tu sais, comme une Diams qui perd sa vita, violation des droits internationaux. En tout cas, même affaire. Même combat, oui. L'activiste Greta Thunberg a même affirmé avoir été torturée. Puis là, on parle pas juste de la fois où elle a dû respirer le même air que Donald Trump. Oui. Il y a l'épidémiologiste et candidate du NPD, Nima Machouf, qui a elle aussi été kidnappée puis relâchée, heureusement, par l'armée israélienne. Ce qui a poussé les médias québécois à enfin parler 2 minutes des initiatives de la flottille. Hein, c'est comme ça que ça marche au Québec. Hein. Pour qu'on s'intéresse à un enjeu, il faut que ça concerne une petite fille de chez nous. Sauf Pivot. Pivot, on n'a pas. Et le 7 octobre, plus de 80 000 étudiants étaient en grève dans la province pour soutenir la Palestine. On aimerait donc... Ouais. Farouche aimerait donc formellement présenter nos excuses à toutes les Gen Z pour avoir ri de leurs pantalons taille-basse puis leurs danses sur TikTok. On s'excuse. Oh yeah! C'était costaud comme bulletin de nouvelles. Hein? Oui! Vous écoutez toujours Farouche, le podcast écoféministe qui est comme une tasse de chocolat chaud pour l'âme des éco-anxieuses. Oui. J'aimerais ça vous tourner le micro, chers invités. Ce soir, vous, est-ce que soit vous voulez rebondir sur une des nouvelles dont on a parlé ou s'il y a-t-il une autre nouvelle en particulier qui vous a marqué? Ben, le Canada Post sont encore en grève, mais ils ont le changé un petit peu. Il va recommencer un peu de la service, mais c'est vraiment un problème sérieux dans le contexte que le gouvernement détruit les mouvements de labor dans ce pays. Et il commence avec, il y avait les flight attendants, il y avait Canada Post, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut... J'ai pas une bonne blague pour ça, mais c'est vraiment quelque chose de sérieux quand on regarde. Oui, vraiment. Moi, je pense que spontanément, je parlerais de la Gen Z 212 au Maroc. Donc, vous parliez de Gen Z qu'on riait de leurs pantalons, mais les Gen Z sont en train de faire vraiment des gros moves. Puis, tu sais, on a vu ça déjà au Népal. En premier, on a vu ça, le Népal, après 2 jours, ils ont shut down le gouvernement, ils ont mis le feu. Ils ont lancé le premier ministre dans la rivière.
incroyable. Ça donne incroyable. des idées, là, comme la gang. Puis en faisant des TikTok, tout ça, en faisant des TikTok, genre, c'était incroyable. Il y a eu le Kenya, il y a eu Madagascar, puis là, il y a le Maroc. Et ça a été tellement touchant pour moi parce que je suis retournée, moi, je suis marocaine, j'ai grandi au Québec, mais je suis retournée au Maroc 1 an, il y a 2 ans. Puis je me suis fait plein d'amis Gen Z. Et donc, je voyais ça, tu sais, de près sur Instagram. Je voyais mes amis prendre les rues. Puis je trouve ça juste absolument fascinant. Puis aujourd'hui, le roi, Mohamed VI, faisait un speech, puis on attendait ce speech-là pour voir qu'est-ce qui allait se passer, puis ben, ça se ressemble un petit peu partout, la politique, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Donc, je trouve ça quand même intéressant, puis de voir aussi l'évolution, parce que j'en parlais avec ma mère, puis ma mère, c'est la première fois qu'elle voit ça. Tu sais, les gens ont tellement peur, entre guillemets, de la monarchie, puis peut-être que je ne devrais pas en parler, mais bon. Puis, tu sais, c'est quand même très inspirant, puis aussi de voir, j'ai hâte de voir là, comment ça va changer dans les semaines à venir. Nous, on va se mobiliser, les MRE, donc les Marocains résidant à l'étranger, on a décidé de se mobiliser. Il y a la France qui se mobilise, il y a l'Allemagne qui se mobilise. C'est vraiment magnifique, là, vraiment, vraiment. On va devant le consulat du Maroc, puis on chiale. Oui. Mais oui, j'ai hâte de voir, pour vrai, parce qu'en ce moment, le fascisme, ça semble s'internationaliser, puis ça fait peur. Mais les Gen Z sont, ben en tout cas pas les Gen Z en particulier, mais les jeunes sont souvent les initiateurs des gros mouvements. Ils n'ont pas de job! Bon. Elle était trop facile. Non, mais je trouve que ces temps-ci, quand on regarde dans la rue, il y a vraiment comme une espèce de... T'as les jeunes étudiants, puis t'as genre les retraités. Puis t'es comme unite. Genre, comme les gens qui n'ont pas de travail, veulent pas, ils ont moins... Mais c'est vrai, mais ils ont moins peur de perdre une job, de, tu sais, les enfants soit sont plus vieux, puis sont corrects, ou ils en ont pas. Fait qu'il y a comme... Ils n'ont pas de meal prep à faire le samedi, ils peuvent aller manifester. C'est beaucoup. Non, mais on niaise, mais c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, reste que comme la maternité ou la parentalité, ça peut vraiment comme retarder un peu quand même l'implication des gens, sauf mère au fond, les bourgeoises monoparentales. Mais fait je trouve qu'il y a ça qui est beau dans la rue ces temps-ci. Puis justement, je fais du pouce avec ce que Rachel a dit, c'est que là, ceux qui font pas ça, c'est les travailleurs. Fait que ceux qui s'impliquent pas de façon grassroots, j'ai envie de dire, mais c'est quand même grassroots, là, les syndicats, mais là, c'est les travailleurs. Mais là, eux, dès qu'ils se mobilisent, on leur tape dessus. Ah, vous paralysez le pays quand c'est la Poste Canada. Là, c'est non, mais là, les pauvres personnes qui attendent des chèques puis ces affaires-là. Quand c'est la STM, c'est comme mais là, tous les gens qui sont obligés de prendre le métro. Alors que tu fais non, mais c'est le seul moment où ces gens, la classe de travailleurs peut se mobiliser, c'est parmi les syndicats, c'est parmi les grèves, tu sais. Fait que je trouve que c'est assez capoté ce qu'on voit en ce moment parce que tout le monde se mobilise en même temps, mais on dirait qu'on est tous déprimés que personne le fait, mais en même temps, t'es comme, non, checkez, là, il y a de quoi qui se passe, tu sais. Oui. On manque peut-être... Tu sais, avez-vous vu des images de ce qui se passait en Italie, mettons, là, dans les derniers jours, qui ont comme tout shut down, puis dans les rues, puis sur les chemins? Moi, je suis comme, on fait ça. Mais comment? Tu sais, comme, est-ce qu'il faut être sur 14 group chat en même temps? Puis comme sur... Je sais pas comment faire, mais je vous encourage tout le monde à le faire. Je vais être là. Discord? Oh! Exact, Discord, c'est ça. C'est ça, ils s'organisent sur des... Les Gen Z, c'est pourquoi ils peuvent pas de job et Discord. C'est les sweet spots. C'est les ingrédients secrets. Est-ce que, tu sais, Rachel, tu es journaliste, mais journaliste indépendante. Ouais. Est-ce que toi, tu peux te permettre de... péter des affaires. Oui, c'est ça. De manifester. Ouais. Je me souviens de la première fois que je suis allée à une manifestation. Manifestation, merci. Après de devenir indépendante. Et j'étais comme peur. Parce que je n'avais pas le droit d'aller aux manifestations quand je travaillais pour Global News ou CTV. Et je suis allée à une marche pour les droits des personnes transgenres. Et j'étais comme... Je suis ici, j'ai le droit d'être ici, je peux faire ça, je peux marcher et j'ai senti comme la communauté et c'était juste, j'avais un moment où je pensais comme, c'est triste que les journalistes, ils peuvent aller à les conversations ils peuvent avoir les conversations avec les personnes du communauté hommes d'affaires et des choses comme ça, où ils peuvent avoir les opinions au sujet de le déficit et les affaires comme d'argent. Mais on ne peut pas
faire une manifestation pour les droits des autres êtres humains. Ouais. Comme, c'est vraiment étrange, mais c'est vrai, c'est tellement, like, it's beaten into you. Like, La neutralité, oui, la surtout. neutralité. Ouais. Mais c'est comme, on pense que les personnes sont stupides parce que vous comprenez que je suis un humain. Comme je ne peux pas être complètement neutre. Alors, je pense que c'est vraiment mieux d'être transparent, mais en chassant cette idée de la neutralité, ils juste se conforment, se réagissent à la réaction des autres. Parce que la seule chose que tu peux vraiment obtenir, c'est la perception de la neutralité, Exact. pas la neutralité vraie. Oh, c'est bien dit. Ouais. T'es-tu en train de me dire que les points de presse du gouvernement sont pas aussi excitants qu'une manif? Mais ça dépend. Is that a challenge? Justin Trudeau qui était comme « Wouhou! » Ben, ça me fait penser, tu sais, moi, j'ai été journaliste avant d'être humoriste, journaliste sportive. Mais je travaillais dans une agence de presse en 2012 pendant la grève étudiante. Puis j'étais étudiante aussi, là. J'avais trouvé ma job avant d'avoir fini mes études. OK. Puis, brag. Fait que moi, je travaillais pendant la grève. J'avais pas le temps d'aller manifester, mais j'étais là pareil. Puis, j'étais comme, justement, j'ai pas le temps d'être là à toutes les manifs. Fait que je m'étais mis un petit carré rouge là, sur mon petit kit. Là. C'est normal. Là. J'étais journaliste au sport. Là. J'écrivais même pas d'articles pour vous donner une idée. Je traduisais des textes sur le baseball et le NASCAR. Ça va, là. J'ai pas besoin de tant de neutralité journalistique à ce moment-là. Puis, je me suis fait, au bout de, comme, pour vrai, 2-3 mois, je me suis fait rencontrer par les patrons parce qu'ils m'ont dit « Là, Emna, tu devrais pas porter ton carré rouge. » Puis j'étais comme « Mais littéralement, je ne couvre même pas ce qui se passe. Je parle juste de baseball. Comme, pourquoi vous me laissez pas tranquille? » Comme non, mais si quelqu'un rentre dans la salle de nouvelles... Personne rentrait jamais dans la salle. Si quelqu'un rentre, puis il voit ton carré rouge, puis de quoi ça va avoir l'air? Puis j'étais tellement fâchée, j'étais comme, voyons donc, puis... Mais c'est aussi que... Tu l'as enlevé. Fait que non, mais je l'ai mis genre dans ma poche, puis j'étais comme, je le laissais dépasser. Non, mais en tout cas, j'avais 20 ans, là, mais... J'avais 20 ans, j'avais 22, mais c'est aussi là que j'ai réalisé, puis là, vous allez me dire, you don't say, mais à l'époque, je savais pas. Moi, je pensais que, mettons, une salle de nouvelles, ça allait être du monde de gauche. Je le dis, puis je ris, là, mais c'est juste Pivot maintenant qu'il l'est, mais je veux dire, moi, je pensais que mes collègues journalistes, ils seraient tous pour la grève. Puis je me suis rendu compte rapidement, c'est Gabriel qui rit en arrière. Puis je me suis rendu compte, en entendant les conversations, que non, c'était tous des monsieur blancs qui étaient comme... Les autres étudiants trop gâtés, pourris gâtés. Ils n'ont pas de job, mais c'est ça. Quand je travaillais à CTV, je me souviens d'un jour où j'ai parlé à mes autres collègues au sujet de la fait qu'on travaillait 9 heures chaque journée et seulement sont payés pour 7h30, je pense. Et c'était juste accepté. Et les autres qui travaillaient pour une autre partie de l'organisation médiatique, ils me disaient « Oh, mais tu travailles seulement 9 heures. Moi, j'ai besoin de travailler 10 heures. » Et j'étais comme un petit, union rep. Stood up, I was like, tu ne devrais pas te fâcher avec moi. Te fâches avec les big boss, les patrons. Et à la fin de la journée, elle était dans l'ascenseur et elle était comme, you were right. Yes. Un bébé. One at a time. Ouais. Mais bravo d'être toute self-employed aujourd'hui. Oui! Ben, j'ai pas d'autre choix. Entendre les histoires comme ça, it was only a matter of time. Oui, tout à fait. On y reviendra plus tard dans les questions féministes. Toi, Coco, y a-t-il quelque chose qui a marqué ton attention, à part les 140 affaires qu'on a nommées? 140 affaires. Oui, ben moi, ces temps-ci, c'est le AI Slop qui vient me chercher beaucoup. Donc, tu connais pas l'expression AI slop? Quand tu vois de la merde qui est clairement faite par AI sur les réseaux sociaux, tu commandes AI slop. OK. Pour les faire chier un petit peu. Quelqu'un fait « Oh! » Mais, dans le fond, c'est surtout que y a de plus en plus, on voit vraiment comme de plus en plus d'entreprises aussi utiliser le AI juste de façon vraiment casual. Notamment l'Auto-Québec a utilisé dans une publicité sur les réseaux sociaux, genre petit post publicitaire l'Auto-Québec, du AI. Puis je trouvais ça vraiment dégueulasse. Puis du AI vraiment poche aussi. Là, genre, c'était quelqu'un en traîneau avec des mitaines. Il y avait comme 6 mitaines, genre, sur le traîneau. Puis t'es comme, c'est l'Auto-Québec. Là. Ils ont de l'argent en tabarnouche. Ils pourraient en donner à des artistes québécois, graphistes.
Puis, ils l'ont pas fait. De plus en plus, je trouve qu'on normalise ça, le AI. Et là, tu as OpenAI qui a lancé Sora, qui est une application pour créer des vidéos à partir du AI. Et Meta a lancé Vibes, qui est pour aussi regarder des vidéos AI, genre pour scroller du AI. Mais je suis comme, qui veut faire ça? Ah, tu scrolles, au lieu de scroller des créateurs de contenu TikTok, des fausses vidéos. Puis des fausses vidéos vraiment... Tu sais, vraiment plates que, comme, sont pas intéressantes, ces vidéos-là, en plus, là, tu sais, puis... T'allais dire quelque chose, Rachel? Mais juste, si tu veux, comme, fondre un... how do you say ice... like an iceberg yourself? Iceberg. En français? Oh, OK. Ben, si tu veux le fondre toi-même, juste scroll. Oui, si tu utilises assez d'énergie, juste continue, et tu as ton propre iceberg qui est fondu. Like, c'est vrai, c'est une bonne façon de voir les choses. tu me fais penser que si les gens me suivent sur Blue Sky, ma photo couverture sur Blue Sky, c'est une vieille pub de Exxon qui disait que Exxon était tellement... Tu rappelles c'est quoi Exxon? Exxon, qui est une entreprise de pétrole, dans le fond, puis ça disait que l'énergie de Exxon, on brûle tellement d'énergie de Exxon, c'est genre une pub des années 70, qu'on est en train de faire fondre des glaciers. Ah, des glaciers, pardon. Oui. Ah, des glaciers. Mais on dit iceberg. Mais on dit iceberg. C'est parce que le Québécois, on a trop d'anglicisme. mais j'ai pas dit proprement, c'est iceberg. C'est Iceberg. comme ça? Ouais. Yeah. Comment how do you Iceberg. comment toi tu J'essaie de le dire en fait. Iceberg. Mais il disait, il se vantait de ça, Exxon, dans les années 70, ce qui est quand même assez fascinant. Mais tout ça pour dire que oui, il y a vraiment comme cette espèce de genre... Personne n'a demandé ça, le AI. Puis là, ils sont comme, non, scroll du AI vraiment pas intéressant. De genre, des fois, en plus, je sais pas si vous avez vu ça, il y a comme vraiment un truc d'anthropomorphisme, de genre des lions cotes. Des lions bien bâtis, là. Oui, c'est genre des animaux, puis c'est comme, à quoi aurait l'air un hippopotame s'il était sexy, puis c'est comme... On avait vraiment besoin de ça. C'est qui a besoin de ça? Mais t'as-tu vu qu'il y avait aussi des chanteurs et des chanteuses AI? À un moment donné, c'est tombé dans mon... Genre, j'avais mis comme Spotify, genre Genius, je sais pas quoi. Ils ont fait une playlist basée sur ce que j'aime. Puis là, j'étais genre, c'est donc ben bon. Puis là, je suis allée voir. Puis la chanteuse qui avait genre 1,8 million d'auditeuristes, c'était pas une vraie personne. Puis j'étais comme, c'est donc ben triste. Genre, voyons donc. Ça fait mal. Terrifiant. Ouais. Surtout si t'aimes ça. Oui, j'aimais ça. C'était vraiment du bon R&B. Mais c'est pas une vraie personne. Genre. Ah oui, puis je parle de ça parce que j'ai écouté The Verge podcast aujourd'hui, puis là, ça parlait de ça, puis il y avait une journaliste qui était journaliste de AI, puis là, il regardait du AI slop, puis essayait de voir qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était pas vrai, puis même la journaliste s'est fait prendre avec certaines vidéos AI. Fait que là, ça commence à nous faire comme réaliser que c'est de plus en plus difficile de décerner le vrai du faux. Puis il y avait des petites recommandations que j'ai goût de vous dire, de vous partager aujourd'hui. Plus la vidéo est longue, en fait, un 4 secondes, des fois, c'est difficile. Mais on sait qu'il y a les mains. Les mains sont toujours compliquées. Le background aussi. Le background va changer beaucoup. Donc, des fois, il y a quelque chose, il y a une plante, puis maintenant, whoop, elle change, elle s'en va. Sinon, la lumière qui n'est pas tout le temps parfaite partout. Donc, on peut remarquer la lumière, mais de plus en plus, ça va aller que c'est de plus en plus subtil, de plus en plus difficile à distinguer. Puis d'ailleurs, moi, je voulais savoir, Rachel, comment on se sent comme journaliste dans une époque où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place? Fatiguée. C'est sûr. Mais je trouve que il y a... Je sais que ça développe vraiment vite, mais aussi, un de mes proches amis est une personne qui est une critique de la technologie, Paris Marx, et il m'avait dit comme... Beaucoup des choses qu'on entend au sujet de l'intelligence artificielle, c'est juste comme les tech bros qui veulent avoir plus d'argent. Alors, il dit les choses, il fait les promesses de tout le potentiel de la technologie. Mais c'est pas vrai. C'est juste qu'ils veulent leur stock price d'être plus en valeur, de monter. Alors, peut-être que c'est un peu de coping, mais j'ai pas vraiment... Je pense qu'il y a quelque chose d'être humain qui ne peut pas remplacer. Et j'espère que c'est aussi... Je pense que si on laisse l'idée que les journalistes peuvent être complètement neutres, il y a un aspect humain nécessaire d'avoir
avec les journalistes que tu consommes ton information d'eux. Alors, je pense que ça fait une menace à la menace de l'intelligence artificielle si on préfère ce type de journalisme avec plus d'humanité, plus de transparence. Alors, moi, j'ai pas trop peur parce que je pense, ce type de journalisme, mais peut-être les personnes qui ont encore essayé d'être complètement neutres quand c'est impossible devraient avoir un petit peu peur. Et ça me fait peur parce que c'est encore mieux d'avoir ces personnes humaines qui sont with flaws. Ouais. Mais c'est vrai, c'est que plus les journalistes essayent d'être des robots, plus ils sont facilement remplaçables par des robots. C'est vrai, c'est bien résumé. Looking at you, la presse, Radio-Canada. Mais le journal Le Métro, d'ailleurs, le journal Le Métro a annoncé qu'elle allait revenir, mais avec des articles qui allaient être générés par l'intelligence artificielle aussi. Oh mon Dieu! Il va y avoir des erreurs. Je suis tellement désolée de vous apprendre des affaires des fois. Mais oui, il va y avoir des erreurs, c'est sûr, puis ça va être... On pourra jamais remplacer, comme tu dis, même un journaliste neutre, humain, avec qui a des nuances, qui apporte comme... Ah, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Toi, Samia, est-ce que tu as à dealer avec l'intelligence artificielle dans ton travail? C'est trop technique pour vous raconter, mais actually, oui. Genre, comme je dois dealer avec plein de corrections de permis d'études puis de permis de travail parce que, tu sais, moi, je travaille avec des étudiants et étudiantes. Puis les étudiants, au lieu d'aller comme checker leur lettre d'admission pour remplir les informations, ils vont mettre leur formulaire apparemment sur Internet, là, puis ils vont le remplir, puis ça fait en sorte qu'ils ont des permis d'études avec plein de fautes, puis qu'ils peuvent pas commencer leur session, par exemple. Donc, oui, non, ça affecte... moi, je travaille avec des étudiantes, donc c'est surtout ça que je vois. Les permis de travail, moins, mais c'est fou, dans tout. Puis même, mettons, là, je parle de droit de l'immigration, puis je parle de formulaires spécifiques à ça, mais en général, dans le monde juridique, quel que soit le domaine de droit, il y a beaucoup de gens qui, maintenant, tu sais, vont demander à ChatGPT, genre, fais-moi un premier, tu sais, draft de cette recherche, puis après, ils vont aller compléter. Puis des fois, ChatGPT va genre faire des hallucinations qu'on appelle, puis comme nommer de la jurisprudence qui n'existe pas. Donc, par exemple, Emna Achour contre Samia Lemrini. Mais tu sais, genre, ça n'existe pas, genre, tu sais. Puis il va te créer comme tout un avis juridique basé sur quelque chose qui n'existe pas. Fait que ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur, ouais. Puis je me demandais en plus, parce que j'ai comme eu 2 secondes, j'étais comme, peut-être que le AI, pour les gens qui migrent, puis que c'est tellement un labyrinthe, peut-être que le AI peut un peu les aider à comme se retrouver là-dedans, puis toi, tu dis pas pantoute. Pas du tout, c'est ça, parce que je vais essayer de le résumer le plus rapidement possible, là, mais mettons, un étudiant qui fait une demande de permis d'études doit rentrer le code de son université. Puis le nom de l'université va se retrouver sur son permis d'études. Mais là, il met son formulaire pour être rempli. ChatGPT, par exemple, au lieu de mettre le bon code, par exemple, de Université de Montréal, il va mettre UQAM. Fait que là, l'étudiant arrive avec un permis d'études, puis au lieu d'être écrit Université de Montréal, il va être écrit UQAM dessus. Puis là, l'université va être comme, ben, ton permis d'études, il n'est pas pour la bonne université, fait que tu rates ta session. Mais l'étudiant, il a payé 10 000 $, par exemple, pour sa session. Il y a des enfants, tu sais, il y a des enfants. Il y a des jeunes qui viennent dans mon bureau, qui braillent, qui sont comme, ben là, je peux pas finir mon doctorat. Puis je suis comme, ben non, parce que t'as utilisé ChatGPT pour remplir ton permis d'études. Fait que c'est vraiment... Puis tu sais, effectivement, ça peut les aider parce qu'il y a un taux d'analphabétisme qui est quand même important dans la population immigrante, dépendamment de où ils proviennent. Mais au final, je pense que c'est toujours mieux d'y aller the good old way. Oui, the good old way. Ouais. Moi, toi, là, ouais. Non, ben j'allais juste pour dire une dernière affaire sur l'intelligence artificielle. Tu sais, moi, j'utilise pas vraiment ça, mais je suis fascinée par à quel point c'est... Tu sais, je veux dire, j'utilise souvent mon téléphone pour googler des choses, mais maintenant, c'est au lieu de googler quelque chose, c'est on demande à ChatGPT. Ah, ouais. Puis là, mais c'est ça, si vous voulez avoir votre propre iceberg fondu, c'est vraiment la bonne méthode parce que c'est hallucinant comment c'est horrible pour l'environnement. Absolument. Tu l'expliquais mieux que moi parce que ça génère de la chaleur dans les serveurs. Vas-y donc. C'est ça. Ben, tu l'avais quand même. OK. Il disait les choses quand même. Non, mais moi, ça génère... Ben, si je veux... OK, m'a complété, mettons, mais ça génère de la chaleur, puis là, on doit refroidir les serveurs. Fait que là, ça prend de la climatisation. Puis là, la climatisation, l'énergie, souvent, c'est pas de l'énergie renouvelable. Ça prend aussi de l'eau pour les serveurs. Puis là, l'eau, souvent, ils prennent de l'eau potable. Why the fuck? Je sais pas. Est-ce qu'ils prennent comme la MDD puis de l'eau de pluie, tabarnak? Mais ça prend de l'eau. Puis là, cette eau-là, souvent, elle est usée. Après, on ne peut même pas la traiter parce qu'elle est passée dans des métaux, des réfrigérants, etc. Fait que là, ça fait énormément de gaspillage. Puis ça, c'est parce que tu voulais demander si, je sais pas, Winners est ouvert aujourd'hui. Tu sais, genre, c'est comme... Mais Rachel, oui, tu l'as. Oh, je voulais juste dire comme... Et c'est pas correct, comme dans les manières vraiment drôles des fois. Comme il y avait le Google AI Overview qui disait à les personnes de manger un petit roche
par jour pour votre santé. Et c'était d'un article de The Onion. Alors, et ça a pris ça. Et quand une personne a dit, combien de roches devrais-je manger par jour? Et ça a dit, juste un petit. OK, parce que The Onion fait des fausses nouvelles satiriques dans lesquelles il a dit il fallait manger une roche. Puis là, vu que le AI fait juste scanner l'Internet, quand tu voulais demander combien de roches je devrais manger par jour, ça sortait des Onions. Ça, c'est très méta. C'est très méta. Je vous amène ailleurs, OK? Moi, je voulais vous demander si vous étiez des fervents amateurs de TikTok comme moi et que vous aviez peut-être vu passer la vidéo virale où un jeune homme, cis hétéro visiblement, teste le cliché selon lequel les hommes ne savent absolument rien sur leurs amis. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, il y en a qui l'ont vu. Non, OK. Alors, j'aime ça parler de trend. TikTok, c'est ma vie maintenant. J'en ai sûrement déjà parlé. Bon, j'ai été un couple avec un homme dans ma vie, un de trop, diront certains. Et ça me fascinait quand il revenait d'avoir passé genre 8 heures avec la personne qui disait être son meilleur ami. Puis que j'étais comme, hey, tu sais, comment va sa blonde? Elle est allée à l'hôpital, je pense, récemment. Puis c'est comme, on n'en a pas parlé. Ah, OK, bien d'abord, comment il va ton ami? Il me semble qu'il y avait une audition importante. Ah, c'est ça, je sais pas, on n'a pas parlé. Puis j'étais comme, de quoi? Vous savez parler pendant 8 heures. Ils se nomment des joueurs de hockey. Oui, ils font juste dire, c'est vrai? Alex Kovalev, Cole Caulfield. C'est juste ça pendant 8 heures. Pendant 8 heures. Mais c'est ça, sûrement il parlait de hockey, de Bitcoin. Je sais pas de quoi ça parle. Mais là, sur TikTok, donc, il y a un gars qui s'en allait voir ses chums de gars. Puis qui s'est dit, je vais tester, voir si c'est vrai que mes amis savent absolument rien de moi. Puis là, il s'assoit, puis là, il se filme, puis là, il commence à leur dire, tu sais, j'ai traversé une rupture super difficile cette année. Puis là, il y en a un des amis. Tout de suite, il l'interrompt, il est comme, non, demande-nous pas son prénom. Puis là, il fait comme, non, mais tu sais, j'ai dû quitter mon appartement, j'ai dû déménager de New York, ça m'a brisé le cœur. Est-ce que quelqu'un connaît son prénom? Et là, silence radio. En fait, ils partent à rire parce que c'est juste ça qu'ils savent faire. Puis ils sont comme Alex Kovalev. Ben c'est ça. Ça a daté Alex Kovalev. Puis là, un de ses amis, il dit, hey, il rit là, puis il est comme, hey, je savais même pas vraiment pourquoi t'avais déménagé. Je savais pas que t'avais une blonde. Je suis désolée. Puis là, le gars qui faisait le test, il dit, en fait, je vous l'ai présenté, là, vous l'avez rencontré. C'est terrifiant. Puis là, il y a plein de femmes qui ont commenté la vidéo sur les réseaux sociaux. J'ai tout aimé. Une en particulier qui s'appelle Genesis sur TikTok. J'ai vraiment aimé sa take. Elle disait « Les hommes connaissent pas leurs amis, mais vont se tuer à les défendre. » Puis j'étais comme « Ah oui, là, tu sais, là... Oui, des petits... Oui, j'adore. » Tu sais, là, ils connaissent pas leurs amis. Ils ont pas vraiment de conversation profonde et intime avec leurs amis. Mais quand on va leur dire, tu sais, ah, tu sais, ton ami, j'ai entendu qu'il avait eu des comportements vraiment problématiques, ou bien, tu sais, il a fait des commentaires misogynes, tout ça. Non, il ferait jamais ça, je le connais même trop. C'est comme... Puis là, Genesis, elle nous suggère, quand c'est ça la réponse, de leur répondre « No, you don't. No, you fucking don't. » Nomme-moi 3 personnes dans son entourage puis sa date de naissance. Puis là, on est sûr de les boucher, malheureusement. Malheureusement, puis ça me fait penser, je pense que c'est avec Catherine Côté-Andreetti qu'on a reçu cet été à Farouche, qui a écrit un livre sur révolutionner les amitiés, qui parlait vraiment de ça, là, que les hommes, en général, évidemment, là, ont des amitiés parallèles, des amitiés côte à côte. Genre, on regarde le hockey, on joue au Nintendo, mais pas face à face. Ouais. Puis ça me fascinait. Oh mon Dieu. On dirait que ça me fait penser à nos group chats d'amis où est-ce que genre on raconte toutes nos vies. Dès qu'il arrive quelque chose, moi je suis comme, il arrive quelque chose, hey guys, genre il vient d'arriver telle affaire, comme j'ai l'impression que mes amis me connaissent tellement. Mais genre des fois je me dis quand on se voit, de quoi on parle en plus parce qu'on a tout déjà dit, tu sais, mais non, je les plains, je suis triste pour eux. Et il dit qu'il y a une pandémie de la loneliness pour les gars. De la solitude. They bring it to themselves. Demande une question. Ben c'est ça. Ah ouais. moi, ce que je trouve toujours fascinant, c'est à quel point, tu sais, surtout au Québec, ben, partout dans le monde, là, mais tu sais, dans les années comme 2000, il y avait vraiment dans la culture populaire le truc de genre, un gars puis une femme, ça peut pas être des amis. Tu sais, l'amitié homme-femme, ça veut dire ils vont coucher ensemble, tu sais. Puis t'es comme...
Non, man, c'est juste un gars qui voulait trouver quelqu'un avec qui parler. Oui, c'est ça. Vraiment. Puis Il a cherché. il s'est trouvé une autre amie de fille. Moi, je trouve ça rassurant quand un gars a des amis de filles. Je suis comme, il y a pas... Oui. Pour moi, c'est pas... Il y a rien... Il y a pas de sous-entendu. C'est comme, non, fais-toi des amis, puis tant mieux si c'est des filles, tu vas pouvoir peut-être parler d'émotions. Oui, c'est ça. S'il vous plaît, parlez d'émotions avant de vous mettre en couple. T'avais-tu une autre... Oui, ben j'avais envie de dire, dans le fond, il y a eu la Constitution du Québec. Constitution du Québec, tout le monde. Je sais pas si vous saviez ça. On est rendu avec une nouvelle Constitution. Oh mon Dieu, j'aime ça quand vous chialez. La Constitution du Québec qui a été déposée par notre beau coquet préféré, Simon Jolin Barrette. Okay. Je sais qu'elle s'en va. J'ai-tu dit ça? T'as dit beau. Non, j'ai dit beau. T'as dit beau. C'est ça le pire que j'ai dit, en fait. Oui, coquet, ça me dérange pas. T'as dit beau. Non. J'essaie de trouver une façon de décrire. Simon Jolin Barrette, qu'on a tous envoyé chier ensemble avec Manon Massé et Elkana Talbi. On se rappelle l'année passée à Farouche. Si vous n'avez pas entendu ça, on dit tout ensemble ta gueule, Simon, Oui. on le répète. Avoir Manon Massé sa scène qui crie ta gueule, Simon, c'était quand même jouissif comme moment c'était un farouche. beau moment. Et dans le fond, la CAQ propose une constitution du Québec sans consultation ni de la population, ni des groupes autochtones, ni des groupes marginalisés. Fait qu'ils proposent une constitution pour un gouvernement que tout le monde haït. Puis, ils ont inscrit, par exemple, l'égalité homme-femme dans la constitution parce que c'est important pour eux autres. Mais avec aucun projet concret contre la violence conjugale, les maisons d'hébergement puis les féminicides. Bien sûr. Ça c'est assez fou. D'ailleurs, un des exemples là, de égalité homme-femme là, qui veulent garder, c'est par exemple dire la liberté de religion ne surpasse pas l'égalité homme-femme. Puis là, l'exemple qu'ils donnent, c'est genre, si quelqu'un se présente son permis de conduire à la SAQ puis qu'il veut parler à un homme puis pas à une femme, ben il pourra pas. Puis c'est comme... C'est ce grand fléau. Y a-tu des féministes qui ont fait... Moi, je voulais parler à un gars qui veut pas me parler. Genre... Comme, pour vrai, là, si quelqu'un veut pas te parler à SAQ, t'es comme, mais parler à mon collègue, bien sûr. Tu sais, je suis comme, c'est pas ça, l'égalité homme-femme. Et... Puis, Pour la CAQ, oui. pour la CAQ, oui, ça a l'air. Il n'y a personne qui a demandé ça. Et dans le fond, l'abattoir, shout-out à l'abattoir, qui rappelait récemment que depuis que François Legault... L'abattoir qui est une page, Oui, pas un abattoir. C'était pas qui est une page féministe. Facebook et féministe et Instagram qu'on aime beaucoup, puis elle a un surnom, c'est l'abattoir. Et qui rappelait dans le fond que François Legault, la dernière fois qu'il a dénoncé les féminicides au Québec, c'était en 2021. Et depuis, il y a 106 femmes qui sont décédées aux mains d'un homme. Et ça, il n'y a eu aucun commentaire du gouvernement là-dessus. Puis là, fait que là, il n'y a rien là-dessus dans la Constitution. Puis là, Jolin Barrette, lui, il veut rajouter dans la Constitution, il veut protéger le droit des femmes d'avorter. On a l'air de te faire « c'est noble », mais les experts s'entendent pour dire qu'on ne veut pas de loi, dans le fond, parce que ça peut ouvrir des débats juridiques. Puis, ce qu'on a en ce moment, c'est suffisant pour protéger le droit de l'avortement. Par exemple, le droit de l'avortement, c'est un acte médical. Genre, on n'a pas de loi pour protéger les chirurgies de genoux. Et il n'en faut pas. Et c'est la même chose au niveau de l'avortement. Donc, on n'en fait pas. La Fédération du Québec pour le planning des naissances l'accuse de faire des femmes du Québec des cobayes législatifs. Puis, il y a même d'autres experts qui disent qu'il ne faut pas politiser le débat, puis ça doit rester, c'est ça, un acte médical. Puis, il ne faut surtout pas réveiller l'ours qui dort. Fait que c'est ça. Simon Jolin Barrette est comme... Non, moi, ça me fait vraiment... C'est comme, non, moi, je sais ce que vous avez besoin, les femmes. M'a le faire avec. Puis le barreau du Québec lui a dit déjà que c'était dangereux. Fait que je suis comme, c'est pas un avocat, lui, Chris. Comme... C'est vraiment gênant de l'avoir comme confrère, pour vrai, parce que, genre, tout ce qu'il fait, je suis comme, voyons donc, c'est ridicule. Puis je me demande, vous parlez de, genre, François Legault, puis tout, puis je me demande, genre, honnêtement, est-ce qu'ils savent c'est quoi le concept d'intersectionnalité? Mais non. Je pense que si je leur pas. disais intersectionnel, ils sauraient même pas de quoi. Non, mais je pense qu'ils pensent que c'est un sofa sectionnel. Ben, c'est ça. Je pense que oui. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Puis ils aiment pas ça, les sofas sectionnels. Non, clairement. Ils aiment pas ça. Ah oui, bon, ben, cac is gonna cac, hein, comme d'habitude. OK, je vous avais une dernière fois ailleurs. Je pense que c'est la dernière petite nouvelle qu'on pourrait parler. Est-ce que vous avez vu passer le Festival d'humour de Riyad en Arabie Saoudite? Ils nous ont pas invités. Non, je me demande pourquoi.
on dirait que ça a comme spark un questionnement pour moi sur la responsabilité qu'on a comme personnage public, comme humoriste, qui a une tribune. Dans le fond, c'est un festival d'humour qui vient de se terminer où il y a eu vraiment des gros noms, genre Dave Chappelle, Louis C.K. En date, ça se passe super bien. Pete Davidson, Kevin Hart, Russell Peters, Sugar Sammy, pour nommer quelqu'un de bien de chez nous, qui est allé. Puis là, bien évidemment, il y a l'organisme Human Rights Watch qui a affirmé il y a à peu près une semaine que l'État saoudien utilisait cette plateforme-là pour détourner l'attention de qu'est-ce qui se passe, la répression brutale du régime qui est en place. Puis là, ils ont essayé de communiquer avec les humoristes pour leur dire, bien, si vous acceptez d'y aller, au moins pouvez-vous dénoncer les abus puis appeler à la libération des militants détenus. Je pense qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Des humoristes et aussi, si tu dis ça... Je sais pas qu'est-ce qui t'arrive, mais je veux pas le savoir. Mais c'est qu'en fait, ils ont reçu des très gros chèques pour aller là, les humoristes. Je pense que le plus bas chèque, c'est comme 375 000 US. Puis il y en a qui ont eu jusqu'à 1,6 million de dollars US. Je pense même Bill Burr est allé. Ça m'a quand même étonné. Mais pour vrai, je pensais que c'était plus que ça. Ben, c'était quand même beaucoup de bidous. Ouais, mais c'est du monde déjà millionnaire. Ben non, je sais bien. Mais là, il y a... je sais pas pourquoi c'est juste un petit cache-down d'une maison. Ben, c'est ça, mais Tim Dillon, que je connais pas, là, je sais pas c'est qui, mais c'est un humoriste très connu aux États-Unis, semble-t-il. Dans son podcast... pour vrai, j'ai fucké mon algorithme à vie là, en commençant ça. OK, je veux juste vous donner un exemple, OK? S'il te plaît, coupez pas cet extrait-là hors contexte, OK? Mais il commence son podcast, il fait ça. Puis là, il imite genre un appel à la prière. Puis j'étais comme, oh non, 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 non. Fait qu'il commence comme ça. Et il raconte que, lui, dans son podcast, il se justifie pendant 20 minutes sur, genre, get a life, j'ai le droit d'aller là si je veux. Il dit, they're paying me enough to look the other way. OK? Oui. Puis il dit, est-ce que, genre, j'ai des problèmes avec leur... de qu'est-ce qu'ils font par rapport aux femmes, par rapport aux personnes LGBTQ, tout ça, par rapport à la liberté d'expression? Bien sûr. Mais I believe in my own financial well-being too. Oh, that's crazy. Bon, ce qui est drôle-ish, c'est qu'il a quand même été écarté parce qu'il y a des affaires dans ce podcast-là qui n'avaient pas le droit. Fait que Riyad a fait « Nope! No, 375 000 $ for you! » Mais ouais. Puis là, mettons, il disait, là, les gens sont comme, moi, j'aurais jamais accepté à ta place ça. Well, they didn't invite you. Toi, Coralie, c'est quoi ton prix? Non, c'est vrai. Non, mais on a, Chris, mais c'est ça, déjà, ils sont déjà millionnaires, ceux qui sont approchés par ça. Fait que t'as pas besoin, techniquement, de cet argent-là. Mais en plus, mettons, là, toi puis moi, là, des artistes indépendants de Montréal, là, en crise du logement. Mettons, là, j'arriverais avec 375 000 $ puis tu vas faire un show à Riyad, puis tu n'as juste pas le droit de parler de politique. Je veux juste le dire, ça me fait rire. J'ai juste pas le stock. Là. Non, mais c'est ça. De quoi on parlerait? Je serais juste là sur la scène pendant 1 heure. Hey, les hommes, c'est pas pareil, les femmes. Qu'est-ce qu'on dirait? Je sais pas. Mais comme la responsabilité... Mais moi, ça me tue, parce qu'on en parle à toutes les fois, Coralie puis moi. On a une responsabilité comme artiste de... Là, vous le voyez, là, on peut pas cacher nos allégeances là, aujourd'hui. Surtout avec Donald Trump qui est habillé en drag queen ici. Oui, c'est ça. Je sais pas si vous l'aviez vu. C'est du fan art. On aime ça. Pour les gens à l'audio, on a donc un Donald Trump en drag queen et plein de couffiers partout dans la salle. Je sais même pas... Je pourrais même pas répondre à la question « As-tu un prix? » Parce que ça serait... Puis là, je veux pas sonner genre femme de foule vertu, là, mais juste, ça se peut pas. Ça se pourrait pas. On serait pas humoriste si... Explique-le pour moi, Coralie. Je sais pas comment le dire. On serait pas humoriste. J'explique ce qu'il y a dans ta tête. Non, mais on serait pas humoriste si on avait des propos qui seraient acceptés par le gouvernement saoudien. Je pense que c'est ça. Mais même ici, vous le faites pas. Vous n'êtes pas des sell-outs. C'est juste ça. Là, comme même pas besoin d'aller à Riyad. Là, même ici. On va même pas à Comédia à Québec. C'est ça. Mais est-ce que Sugar Sammy a été? Sugar Sammy, il est de quelle origine, Sugar Sammy? Indien. Ben écoutez, merci pour ce super long tour d'horizon qui est allé dans tous les sens, la gang. C'est là-dessus que se termine la première partie donc de Farouche. C'est maintenant le moment de l'entracte, la gang. Oui, allez faire un petit pipi, commander quelque chose à boire, allez prendre l'air. Allez pas au sex shop en face, par contre, parce qu'on a un code promo pour Eros et compagnie après l'entracte. Fait que, allez-y pas. À tantôt! On se revoit. Attends. Dans 15 minutes, fait qu'à 35, vous avez vos fesses assises sur votre chaise. Fait qu'à quelle heure? 35. OK, attends. Alors, la gang, pour vous remercier, nous avons déjà notre fabuleux commanditaire Belle et Rebelle qui offre une carte cadeau de 200 $ à la boutique
Oui, oui, oui. À la boutique Belle et Rebelle qui est située sur la Plaza Saint-Hubert, mais vous pouvez peut-être aussi l'utiliser en ligne. Je ne suis pas certaine. Sinon, c'est un bon moyen d'aller passer du temps sur la Plaza. C'est cute. Alors, on a ça à faire tirer et on a aussi le fan art qui correspond à la face de Donald Trump en drague, mais sur une tasse. On a ça aussi, oui, si vous voulez partir avec une tasse. On a aussi des livres féministes à faire tirer et une chandelle. Belle et Rebelle. Alors, on va procéder comme suit. On va piger des numéros, puis si tu es pigé en premier, ben, c'est toi qui as le premier choix du prix, et ainsi de suite. On a donc, je pense, 7 prix. OK? Alors, Rachel, voudrais-tu procéder? J'aurais besoin d'un roulement de tambour dans la salle, s'il vous plaît. Yeah! Merci beaucoup. Alors, la première personne to come on down up front, c'est 34 16 75. Yeah! On peut l'applaudir. Tu peux aller choisir ton prix. On va piger la prochaine personne. Un autre roulement de tambour, s'il vous plaît. « 34 16 89. Ben voyons donc, oui. On peut l'applaudir. OK, la prochaine personne, Samia, veux-tu piger? C'est juste la petite table là, oui. Le petit tabouret là à gauche, oui. Tu peux aller choisir ton prix. Il y a la carte cadeau en avant, puis il y a les livres, puis il y a la tasse. Battez-vous pas. Mais en même temps, j'ai confiance aux fans de Farouche. La prochaine personne, roulement de tambour, s'il vous plaît. 34 16 86. Oh! Yay! Non, mais t'imagines? Je sais pas. La personne est comme, oui, c'est moi, puis c'est pas du tout elle. Je sais pas. OK, un autre roulement de tambour pour la 4e personne gagnante, c'est 34 17 01. Oui! On vous fait confiance pour garder l'ordre, n'est-ce pas? Parce que je sais plus c'était qui. Mais on a confiance. On a confiance. OK, un avant-dernier, je pense. On est rendu à combien? Là, j'en ai pigé 4. C'est juste la lampe qu'on tire pas. Oui, c'est ça, on tire pas la lampe. À toi l'honneur, Rachel. Merci beaucoup. Roulement de tambour pour le numéro 5, s'il vous plaît. 34 16 82. Oh yeah! Bonne chance, Francis. T'as le droit d'y aller avec ta copine si tu trouves. Elle veut pas. Elle est trop gênée. Un autre petit roulement de tambour, s'il vous plaît. 34 16 92. J'ai adoré le petit cri de joie. Je sais pas c'est qui, mais bravo. La tasse de Donald Trump. Il reste combien de personnes à piger? Une seule personne à piger. Vas-y donc, Samia. Dernier roulement de tambour, donnez tout ce qui vous reste. 34 16 76. Piqué Souban. Je m'excuse. Ça remonte des fois. 76 une fois? 60. Oui, tu es là, bravo! Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois notre commanditaire Belle et Rebelle pour le beau cadeau? Et notre fan art et tout le monde. Tu veux-tu dire autre chose? Il n'est pas allumé. OK. On va recommencer ça. On est prêt? Oui, serre-nous. Oui, on va faire la petite clap gab dès que tout le monde va être prêt. Pardon. Oui, Je faisais pas de... Il n'y avait pas de jingle au début de la deuxième partie. On dirait que ça fait trop longtemps. Je me rappelle pas. Merci. Ben, juste de même, là. Non, c'est ça, il n'y en a pas. On vous rappelle de prendre des petites stories Instagram puis de nous taguer Farouche Podcast. Vous pouvez gagner un autre prix, des billets pour le mois prochain. Fais juste dire ça de même. Les d'autres, faites-nous signe, mais je ne vais pas le mettre sur la table pour les futurs commanditaires. Parce qu'ils ne nous payent pas. Ils nous payent pas. Mais c'est un beau cadeau de Samia. On remercie Samia. Attends, là, on va se remettre. T'es-tu bien placé? T'as le petit sac. T'as-tu ton petit loup? Tu veux-tu déballer cette chose? Parce que je pense qu'il est dans du plastique puis ça sera pas super visuel. C'est vraiment bon. Oui. Ben, faut pas que je le vois.
Oui, Gab, dans ses temps libres, est présentatrice de jouets érotiques. Non, c'est vrai. Elle a juste beaucoup de podcasts. Non, faut pas que tu... Oui, dis-nous pas c'est quoi. Non, mais juste la plastoc, là. Oui, il faut pas que Coralie ferme les yeux. Parce que Coralie va essayer de deviner. Oui, c'est ça. Fais juste enlever le plastique puis remets-le. Tu peux le remettre dans le sac. Mais non, il n'y a pas de souci. Le concept, c'est qu'on déballe. C'est bon, là, on voit rien, hein, comme ça? OK, parfait. Non, mais l'autre, c'est juste un nettoyant. Il le donne à tout le monde parce qu'ils savent qu'on y touche. Non, c'est correct. Oui. Ah, Oui, la description, oui. Oui, caché. C'est qui l'a fait, la description? C'est moi. C'est toi. Parfait. Il est là? Non, il y en a déjà un. Nos deux commanditaires sont en dessous du banc. Bon, On va y arriver. OK. Hi. 1, 2, 3. On peut repartir sur des applaudissements, ça serait le fun. Ouais. C'est toi qui parles ça. Vous êtes toujours à l'antenne de Farouche, le podcast avec les meilleurs auditoristes au monde! Dans ta face, Cube Radio. Yeah! Bon, la gang, le monde est à feu et à sang, mais heureusement, il y a toujours moyen, je peux pas croire que je vais dire ça devant mes parents, de retrouver un peu de douceur et de bonheur dans la couchette grâce à notre commanditaire Eros et compagnie. On a comme d'habitude ce soir un jouet, un accessoire, un super quotient gracieusement envoyé par nos amis de chez Eros et compagnie à deviner parce que c'est important de valoriser une sexualité positive, consentante et un peu funky quand ça nous tente. Donc, Coralie, je suis très heureuse que ce soit toi qui fasses ça aujourd'hui. Tu vas te fermer les yeux pour pas smotch ton maquillage et tenter de deviner au toucher quel est le jouet du jour et à quoi il sert en nous faisant un beau petit play-by-play de la situation en détail pour les gens qui nous écoutent seulement à l'audio. On salue ta famille qui est dans la salle aussi. Coco? Oui. C'est un très bon moment pour Eros et compagnie. Oui, la mienne aussi est là, mais je pense que c'est culturellement un peu plus chargé que la mienne soit là. J'ai envie de dire, la gang, vous aviez envie d'immigrer au Québec. C'est ça. C'est ça. C'est ça. OK, on part. Ah non, il y a un autre plastique. Ah, il y a bien du... non. Oh, hein? OK. C'est une boîte à bijoux. Non. C'est quelle forme? C'est rond. Là, je vais ouvrir le plastique. Je pense pas que le plastique fasse partie du... no king shaming si le plastique fait partie de vos jouets. Ouh. T'as-tu besoin de... OK, non, non, je l'ai. C'est vraiment... Ça a l'air... Tu sais, comme la gomme ballon, comme un ruban, là. Ça a l'air de ça. Oh, mais là, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. OK. Oh là là! Oh! Hey, ça, c'est le fun quand les parents sont dans la salle. Ça n'a pas l'air vulgaire du tout. Ça a l'air... ça a quelle forme? Ça a une forme ronde, de demi-lune, je pense. C'est une petite demi-lune qu'on se met dans l'anus. Ah, t'as décidé ça, toi? Non, ben, écoute, je sais pas. On va le partir. On va faire du petit ASMR. Il est-tu chargé? Hey, ça fait tellement longtemps. Non! Oui, attention. Alors, petit ASMR pour les gens qui nous écoutent à l'audio. Ouf! C'est une bonne vibration quand même. Ah, mon Dieu. OK. Oh là là. OK. Ben, écoutez, ça a l'air d'une affaire qu'on se met sur la vulve, n'est-ce pas? Avec une petite lampe. Oh! Hey, excusez, c'est parce que... Oh là là. OK, excusez, oui, OK. Donc... Non, mais... Donc, c'est un jouet pour clito et vagin. Oui! Oui, tu peux ouvrir tes yeux, Coralie, et faire une description encore plus précise. Bon, essaye de le montrer aux gens qui sont dans la foule. On voit-tu? Attends. C'est parce que ça bouge, là. Alors, je vais lire la description. C'est le jouet Le Secret. Oh Alors, on l'avoue, c'est notre secret le moins bien gardé. Il s'agit d'ouvrir l'étui pour y découvrir un jouet surprenant, mais aussi très intense. Une partie s'insère au niveau vaginal pour stimuler le point G, et l'autre est une langue qui fera des va-et-vient au niveau du clitoris. Bonne découverte, la gang! Oui! Et n'oubliez pas d'utiliser le code promo Farouche15 pour votre magasinage coquin au Eros et compagnie, la gang! Oh yeah! Fouf!
J'ai des sueurs froides. Oh mon Dieu! Hey, c'est pas gênant pas tout devant toute la famille. OK! On est toujours en compagnie de Samia Amrani et Rachel Gilmore et on est rendu au segment entrevue de plus en profondeur pour apprendre à connaître encore plus la farouche qui sommeille en vous. Oui, vous pouvez enlever les... Oui, on se met lousse, là. Enlevez les pieds de micro de devant vous, là. Prenez les micros dans vos mains. Alors, les journalistes qui parlent d'enjeux féministes, là, antiracistes, pro-2 et LGBTQIA+, sont souvent étiquetés militantes, hein, ce fameux mot « militante », alors que les journalistes de droite ne se font pas dire qu'ils sont fascistes, mettons. Toi, Rachel, est-ce que tu es tannée de cette étiquette-là dès que tu vas parler de quelque chose d'un peu progressiste? Je ne pense pas trop au sujet de ça parce que si ça m'affectait, comme ça serait la seule chose que je pensais au sujet de, parce que c'est constamment. Ouais. Alors, pour moi, je juste le trouve drôle. Comme quand il dit ça, quand les personnes me lancent de l'haine ou me mettent dans une boîte à cause de le type de choses que je couvre, je les juge. Parce que comme tu penses pas que les gars, les hommes qui font le reportage économique ne sont pas aussi comme dans une petite boîte, like, you know, it's just, alors il y a tellement de stéréotypes et de façons de catégoriser les journalistes qui montrent un manque de pensée critique. Alors, oui, quand les personnes font ça, moi, c'est comme, you're not listening anyway. C'est comme, toi, qu'est-ce que tu penses? Ouais, toi, t'es pas militant dans ta façon de penser aussi, là, ouais. Puis toi, Samia, en tant que, en plus, avocate, est-ce que avocate et militante, comment ça te nuit dessus? Ouais. Oui. Non, mais tu sais, moi déjà militante, quand on me dit que je suis militante, je dis que c'est un flex, là, dans le sens, oui, effectivement, je veux dire, c'est pas péjoratif pour moi, au contraire. C'est sûr que c'est difficile parce que moi, j'ai pas la chance encore, peut-être éventuellement, d'être self-employed. Donc, je suis pas tu sais, j'ai un employeur, donc il faut que je fasse attention. Puis aussi, avec le barreau, là. Puis, j'en ai fait tu sais, je l'ai expérimenté récemment, où est-ce que justement mon double chapeau d'avocate et de militante a été utilisé par des fachos qui ont comme pris d'assaut mes réseaux sociaux, puis qui m'ont doxé après que je vais l'introduire si ça vous va. J'ai commenté le décès de Charlie Kirk, puis il y a des gens qui m'ont doxé, puis il y a des centaines de personnes qui ont tagué mon employeur, puis le barreau du Québec, puis j'ai failli perdre ma licence, là. Donc, heureusement, il y a une jurisprudence qui est sortie cette année qui dit que tant que je ne signe pas Samia, tu sais, avocate, j'ai le droit de m'exprimer. Thank God, quand même. Tu sais, on est encore, liberté d'expression existe encore, apparemment. Parce que ça, toi, c'était une story. C'est une story que j'ai repostée, exactement. C'est un contenu que j'ai juste reposté. Puis il y a quelqu'un qui a fait un screenshot, puis qui l'a en fait envoyé, ou tu sais, je sais pas, à un compte d'extrême droite qui s'appelle Leviathan, qui ont comme 30 000 followers sur X, sur Twitter. Puis c'est ça, j'ai comme des milliers de repartages, 300 commentaires de gens qui disaient Fire and Deport, les gens qui ouais. Puis les gens qui taguaient le FBI, le barreau du Québec, puis mon employeur. Ouais. FBI, barreau du Québec, qui travaillent très souvent ensemble. Oui, exactement. Mais non, j'ai vraiment eu de la chance parce que je m'en suis sortie. Puis, tu sais, comme j'en parlais avec Emna avant, mais j'ai vraiment été traumatisée là, parce que je sortais plus chez nous, j'avais peur. Il y a vraiment des gens qui menaçaient. Là. Le doxing, c'est le fait de mettre toutes mes informations personnelles sur Internet. Ouais. Heureusement, il n'y avait pas mon adresse, mais il y avait l'adresse de mon employeur. Et donc, c'est ça, je suis pas allée au travail pendant plusieurs jours. Le barreau m'a contactée, tu sais, puis j'ai été... je suis vraiment contente, mais j'ai été... Tu sais, c'est ça, vu qu'il y a la jurisprudence, ils m'ont laissé tranquille, mais ça aurait pu être différent, là. Donc, oui, c'est difficile comme chapeau à porter, mais tu sais, je vais pas me taire. Ça va pas me museler, je vais continuer de militer parce que, tu sais, mon emploi, c'est ce qui me permet de payer mon loyer, mais ma personne, c'est tout le reste. Fait que, ouais. Très bien dit. Oh. Très bien dit. Ben oui, je pense que vous connaissiez pas Rachel et Samia avant ce soir, mais vous avez ça ce point commun. Ouais. Parce que toi aussi, tu as eu... toi, c'est pour avoir fait un reportage où tu parlais de ça, puis c'était... Pour les gens qui ne l'ont pas vu, c'était dans le très soft. Là. Je veux dire, à la rigueur, Samia a l'air d'avoir appelé au meurtre de Charlie Kirk quasiment, puis c'est pas ça du tout. Mon Dieu, ne coupez pas cet extrait. Mais tout ça pour dire,
c'était un reportage que tu faisais. Oui, je faisais de l'analyse. Il fait des ans que je couvre l'extrême droite dans le Canada, dans le monde un petit peu, mais j'ai vraiment comme une expertise dans l'extrême droite en Canada. Et j'ai vu dans les live streams, dans les forums que j'ai comme un compte secret où je regarde les petits nazis et je regarde ce qu'ils disent. Est-ce que, je veux pas comme doxer ton compte secret, Non. mais est-ce qu'il y a une photo? Est-ce que tu as mis une photo? Ah oui? Ouais. Je ne peux pas le décrire, mais... Non, undercover. mais Est-ce que c'est exactement ce qu'on pense que c'est? Comme personne de droite, genre? Peut-être pas. Ils sont toutes pareilles. Je ne peux pas dire comme... Je ne veux pas réagir juste parce que si je le perds, je perds beaucoup de travail. C'est vrai. mais c'est peut-être pas ce que vous pensez, mais... OK, dans ma tête, c'est un monsieur avec un pick-up et un goatee. C'est une bonne idée. Peut-être que je le changerai. Mais non, j'ai fait ce type de reportage et j'ai vu comment ces gens parlent entre eux et je sais qu'ils comme s'agissent pour la violence. Ils vraiment, il dit toujours dans nos live streams, il parle de quelque chose qui vient, d'une menace pour les hommes blancs et c'est vraiment comme il fait de cosplay. Like il veut comme il veut vivre leur vie de Braveheart ou quelque chose comme ça. Alors, il comme construit une réalité où ils sont les victimes. C'est vraiment, comme il dit toujours, tu parles de victimes, mais c'est eux qui vraiment veulent, like, badly être ça. Mais, alors, à cause de ça, je savais qu'il vraiment attendait d'un moment où ils pouvaient comme exprimer cette haine et chasser leur ennemi, vraiment. Alors, j'ai dit, juste comme, c'était tellement simple, j'ai juste dit, j'ai peur que les personnes qui suivent Charlie Kirk, qui déjà veulent la violence, vont prendre ce moment et l'utiliser comme une validation de la pensée qu'il déjà a qu'ils ont une menace qu'ils se battent contre et va utiliser ce moment pour justifier, réagir et comme menacer, like acting against leur ennemi, même si leur ennemi n'est pas la personne qui a tué Charlie Kirk. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Immédiatement, il disait comme c'est la guerre et tout ça sur l'Internet. Alors, et oui, après ça, j'ai Andrew Scheer, l'ancien chef du Parti conservateur. Après ça, il a dit Rachel Gilmore, elle est tellement remplie d'haine. J'ai juste dit que j'ai peur, like wow. Et la femme de Pierre Poilievre a partagé ça. Il y avait des milliers de likes sur ça. Et ça a explosé. Et puis, j'ai eu un message d'une de mes amies et elle me disait, « Hey, je voulais juste vous laisser savoir, tu es sur ce site web. » Et j'ai vu le lien, ça disait « charliesmurderers.com » Et j'étais comme, oh. et j'ai cliqué et j'ai scrolled down et j'ai vu mon nom. C'était la première chose que j'ai vue, mais j'étais comme, elle a probablement me lancé le lien pour comme mon section de ce site. Non, c'était le homepage. J'étais la première nom. Et ça, c'était le site web que tout le monde utilisait pour chasser les personnes qui disaient célébrer la meurtre de Charlie Kirk. Et j'étais la première à utiliser ça dans les États-Unis, international. J'avais une explosion d'haine après ça. Ça a explosé après Andrew Scheer, mais après ça, c'était comme chaque quelques secondes, j'avais des menaces, des personnes qui disent qui vont me violer, qui vont me tuer. Ils disaient, on sait où tu vis, enjoy walking the streets of Montreal. Comme, je ne cache pas le fait que je vis en Montréal, alors j'étais comme,
you don't really know. Mais c'était aussi comme, you don't really know. alors c'était vraiment quelques jours comme, j'avais peur. C'est fou que tu sois la première parce que c'est même pas en ordre alphabétique, tu sais. Non, exactement. C'est ça que Rachel Gilmore. Non, ben, j'essaie de détendre l'atmosphère. Est-ce qu'ils savent leur alphabet? Comment? Maybe not. Probably not. Ah oui, mais c'est... Ils sont vite sur l'achat de domaine, hein, quand même. Ils ont vraiment fait genre, OK, Charlie's Murderers, t'imagines, ça aurait été pris, il aurait fait, ah, shit. Mon petite théorie, c'est que c'est un homme canadien qui a fait le site web. Ben oui, pour te connaître. Oui, parce que la première personne qui a partagé ce lien, il a aussi deleted le post après que les personnes ont réalisé qu'il était le premier. Et ça, c'est un autre comme... c'était un homme qui avait des liens avec les gens que j'ai écrit au sujet d'eux avant. Alors, ça, toi, ça fait longtemps que tu couvres la droite, oui, que tu étais déjà une cible. Exactement. Alors, je pense que ça, c'est la raison dont ils m'ont mis en premier. C'est parce qu'ils voulaient me silencer n'importe comment. Alors. Puis, c'est comment quand... Si tu regardes les forums de droite, puis tu es une personne progressiste, comme... Comment tu fais pour pas être déprimé de ça? Comment tu fais pour pas les voir presque partout? On dirait que moi, si je voyais ça, j'aurais l'impression que je serais comme lui, es-tu droite? Lui, es-tu droite? Bon, pas ici, là, mais tu sais, je me poserais cette question-là souvent. Là. Ben, ça a changé la manière dont je vois les gens parce que je pense que aussi comme femme blanche, comme je ne vis pas le racisme chaque jour, je ne vis pas tellement de types d'oppression. Alors, je pense que peut-être à cause de ça, il y avait une partie dedans moi qui c'était comme, oh, it's bad, mais c'est pas, like, on a fait du progrès, les groupes haineux ne sont pas tellement populaires aujourd'hui. Et j'ai réalisé quand j'ai regardé ça, like, oh, non, ça c'était mon privilège comme femme blanche d'être capable de même comme penser ça d'une manière comme underneath, tu sais. Alors, ouais, ça, je pense que c'est bon que j'ai réalisé ça parce que ça m'aide d'être un meilleur avocat pour les autres personnes et un ally. On t'accepte. Ouais, merci. Oui, j'ai toujours comme, quand je dis le mot ally, it's like, oh, tu ne peux pas le dire toi-même. C'est comme, it's embarrassing. Like, il faut que quelqu'un d'autre te donne ça. C'est comme un gars qui se dit féministe. Exact, ouais. It's like, oh. Non, je te donne le saut de ally. Tu as vu comme j'ai hésité. Je regardais un mot. Ouais. Mais oui, ça a vraiment changé. Mais aussi, je vois des autres personnes qui luttent contre ça et alors j'essaie de focuser sur ça, qu'il y a toujours, je ne sais pas c'est quoi les pourcentages entre les deux groupes. Ce qui arrive dans les États-Unis me fait penser encore de combien de personnes il y a qui vraiment ont beaucoup d'haine dans leur cœur. Ça me fait un peu déprimer, mais il faut juste focuser sur les personnes qui lutte contre ça, parce que même si c'est un groupe qui est peut-être un peu plus petit qu'on pensait avant, c'est un groupe dédié qui est fort et intelligent et badass. Alors, ouais, je focus sur ça. Ouais. Il y avait... Je sais pas si tu étends souvent Pierre Falardeau au podcast, je m'en permets une petite, mais il disait que quand lui, le monde disait « Vous n'êtes pas fatigué de militer puis de dire ces affaires-là », puis il disait « Le monde qui gagne, c'est le monde qui arrête jamais. » Puis je trouvais ça bon parce que et pour les militants, faut pas arrêter, mais c'est aussi le danger des gens de droite parce que eux, ils arrêtent jamais. Comme quand les femmes ont eu le droit d'avorter au Canada, ben ils n'ont pas fait « Ah, merde, on va ranger nos boîtes puis on va arrêter de se battre contre l'avortement. » Ils ont fait « Non, on continue, tu sais. » Puis il y a comme cette espèce de truc-là de... Même s'ils sont pas beaucoup,
ils n'arrêtent jamais. Fait qu'on n'a pas le choix de toujours continuer aussi à les combattre. C'est la chose qu'on a disait avant, les personnes qui n'ont pas de job parce qu'ils sont riches et les Nepo Babies et les milliardaires leur donnent l'argent. Like, c'est plus facile d'être... Ouais, tout est lié. Ouais. Parlant d'épuisement et de jamais arrêter, Samia, je te regarde parce que t'es ma go-to là, pour savoir quand est-ce qu'il y a une manif, pourquoi, quand, où, tout ça. Comment tu fais pour ne pas être brûlée? Première question. Non. Mais en tout cas, on t'a découvert peut-être plus dans les derniers mois pour l'organisation de Wild Pride, qui a eu un super impact, je pense, dans la communauté queer à Montréal. Là, est-ce que tu peux take us through comment ça s'est passé? Parce que en 2024, toi, tu étais à la marche de fierté, tu t'impliquais avec fierté. T'as même une photo main dans la main avec Manon, avec genre un couffier, drapeau palestinien, puis tout ça. Qu'est-ce qui a amené au boycott cette année de fierté et à la création de Wild Pride? Parfait. Ben déjà, je suis très fatiguée. Puis je pense que c'est important de rappeler qu'il faut justement... pour moi, c'est radical le repos. Puis c'est nécessaire pour pouvoir continuer parce que s'épuiser, ça va faire en sorte que tu pourras plus continuer, puis c'est pas mieux. Donc, je suis vraiment pas... Je prône pas le burn-out. Au contraire, je pense que c'est très important de se faire des chalets, de se reposer. JOMO is amazing. Joy of Missing Out, c'est incroyable. JOMO! Joy of Missing Out, absolument. Donc, je vais essayer de le résumer le plus on n'est pas pressé. Parfait, excellent. Mais essentiellement, donc, moi, c'est ça, je suis présidente du CA de Halem Montréal, qui est un organisme par et pour les communautés arabo-queer. Je veux pas dire arabophones, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateuristes qui sont pas arabophones, qui sont nés ici, qui parlent pas nécessairement arabe ou quoi que ce soit. Donc, on va dire arabo-queer. Et c'est ça, moi, quand j'ai rejoint Halem, Fierté Montréal, c'était nos amis, c'était nos alliés. J'envoyais des emails aux employés, puis ils me disaient « Salut ma préf » avec un cœur. Ça allait bien. Puis là, bon, il y a eu le 7 octobre, dont on vient de célébrer les 2 ans, malheureusement. Puis, pour nous, tout de suite, quand il y a eu la première manif à Montréal, on s'est organisé avec Mubadarat, qui est un autre organisme arabo-queer qui, malheureusement, a décidé de mettre fin à l'initiative parce qu'ils avaient comme plus l'énergie, justement. Mais on avait commencé Queers for Palestine. Et on avait donc des contingents qui marchaient dans toutes les manifs pour dire qu'on est queer et on est pour la Palestine. Et même si Israël veut instrumentaliser nos corps pour dire que là, si vous alliez à Gaza, vous feriez bombarder. Nous, c'est pas de un, c'est pas vrai. De deux, en ce moment, les gens se font bombarder pas parce qu'ils sont queer, mais juste parce qu'ils sont arabes, tu sais. Ouais. Donc, on faisait des contingents queer. Et on a été invité par Fierté Montréal, justement, je pense en mai, pour un 5 à 7. Puis ma collègue est allée. Puis, elle a ouvert la discussion avec Fierté Montréal pour leur dire « Hey, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire par rapport à ce qui se passe, le pinkwashing d'Israël? » Parce qu'Israël, toutes les années, ils font voyager des influenceuses, puis des actrices, puis plein de célébrités pour aller à la Pride de Tel Aviv parce que c'est le seul pays au Moyen-Orient où est-ce que tu peux être gay. C'est littéralement ce qu'ils disent. Et ça part d'une campagne qui s'appelle Brand Israel, qui a été mise en place. C'est littéralement une campagne de marketing qui a été mise en place pour pinkwasher Israël, pour qu'on se ferme les yeux sur ce qui se passe, toutes les atrocités, l'occupation, l'apartheid, pour qu'on focus juste sur la Pride, puis les drag queens, puis la musique, etc. Donc, nous, on a parlé à Fierté, puis on était comme, pour nous, c'est pas possible. Si vous dites que vous représentez toutes les queers, vous représentez aussi moi, qui suis marocaine, aussi mes amis, mes adelphes en Palestine. Et ils nous ont dit qu'ils étaient ouverts à ce qu'on ait un échange là-dessus pour voir what's up, parce que au-delà de Fierté Montréal, en fait, c'est les investissements. Le plus grand partenaire, on va dire, de Fierté Montréal, c'est TD, c'est la banque TD. Puis la banque TD, c'est basically Israël, dans le sens où tous les investissements de la banque TD sont en Israël. Beaucoup aussi de leurs commanditaires, Bob Lee, c'est Coca, c'est Pepsi. T'as comme plein d'affaires qui sont problématiques. Donc nous, Bob Lee. Bob Lee, non, parce que je sais pas si vous êtes déjà allé à des parades de fierté, mais pendant le festival, t'as toujours des gens avec des sacs de Bob Lee qui distribuent des canettes. Et on leur a fait une liste de tous leurs commanditaires qui avaient des affiliations sionistes. On les a rencontrés, on a fait notre travail. Puis je rappelle, Halem, c'est pas mon travail. Tout ça, c'est du travail gratuit qu'on a fait. Halem, on est genre 2 membres et demi, là, comme on est 2 personnes et demie à faire fonctionner l'organisme. Et on avait des échanges avec eux. Ils nous avaient dit qu'ils nous écoutaient. Puis en fait, au final, là, je vais comme toutes les négociations qu'on a eues, toutes les discussions qu'on a eues, au final, c'était de parler de la présence de groupes sionistes à la manif, c'est pas une manif, au défilé.
parce que, oui, il y a Helem, mais il y a aussi Gava. Puis moi, ça ne me dérange pas de les nommer, là, Gava, qui sont le groupe de sionistes gays, dans le fond, qui se disent être un groupe juif de personnes juives, mais c'est des personnes essentiellement sionistes. Il y a sûrement des membres qui ne sont pas sionistes, mais ils arrivent avec des drapeaux d'Israël. Des drapeaux d'Israël, exactement. Et pour nous, une de nos demandes, on était comme, vous n'êtes pas obligé de vous définancer de TD, on comprend que vous avez des employés, des salaires à payer, mais pouvez-vous, s'il vous plaît, ne pas permettre des drapeaux israéliens au défilé? C'est ridicule. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes, qui ont été tuées, qui ont été assassinées par Israël. Et on était en discussion, puis ils nous disaient qu'ils comprenaient et tout. Et je vous skip tout ça. J'explique tout ça dans un livre qui va paraître en avril, donc vous l'achèterez. Un collectif, on a un chapitre qui va sortir, vous verrez, mais essentiellement, le jour J, on arrive au défilé. Et moi, je suis en contact là, avec les employés de Fierté. J'arrive sur place. Après la police à cheval, la première chose que je vois, c'est un énorme drapeau israélien. Et donc, c'est ça. Nous, l'année dernière, on avait décidé de marcher quand même, mais de faire quelque chose de symbolique. Donc, on s'était tout habillés en blanc et il y a toujours 1 minute de silence pour les victimes du VIH pendant la parade. Nous, pendant la minute de silence, on avait préparé des bruits de drones et de bébés qui pleurent. Puis, on a fait un die-in. Donc, on s'est mis de la peinture rouge dessus, puis on est tous tombés à terre en solidarité à nos Adelphes en Palestine. Et c'était super touchant. Puis c'est ça, après ça, Manon nous a vus remplis de sang, on est en train de pleurer. Puis Manon est venue marcher avec moi, main dans la main avec le kéfier. Mais après ça, on s'est sentis trahis. On s'est sentis, tu sais, ils nous ont littéralement menti. Donc moi, tu sais, après ça, j'étais comme... On a eu des échanges avec eux, on a essayé de leur retendre la main, ça n'a pas marché. Et je pensais que cette année, il n'allait rien se passer. Puis là, il y a eu les dénonciations parce que, oui, la Palestine, Israël, mais... il y a beaucoup plus de problèmes avec nous on l'appelle la fierté corporative, mais Fierté Montréal. C'est que là, il y a d'autres dénonciations qui ont été faites, notamment bris de contrat. Il y a eu de la misogynoire qui a été dénoncée par des groupes qui travaillent avec Fierté Montréal, notamment des groupes artistiques de personnes noires, de personnes racisées, surtout lesbiennes, qui ont fait un post commun. Donc Discogno, Sweet Like Honey, Elle-Lui qui est devenue Messi et Blush ont fait un post commun pour dénoncer Fierté Montréal. Puis ça a créé un momentum parce que là, Fierté Montréal a réagi parce que nous, ils n'ont pas réagi quand on a parlé parce qu'on est juste des Arabes. Mais là, tu as les lesbiennes qui représentent quand même une grande partie de la communauté queer qui ont appelé justement à ces dénonciations-là. Puis là, ils étaient comme, ben non, on peut pas être juste un défilé de gays blancs, là, ça se peut pas, tu sais. Donc là, ils ont intervenu, ils ont essayé d'avoir des échanges avec eux, puis tout. Puis nous, ça a créé un momentum que mes DM étaient pleins de gens qui étaient comme, Samia, faut qu'on organise notre propre Pride. Puis j'étais comme, I have a 9 to 5, I'm tired. Et finalement, de fil en aiguille, on a parlé de créer un festival, puis somehow it worked. Puis il y a eu 10 000 personnes qui ont décidé de marcher avec nous. Ça me donne des frissons. Incroyable, incroyable. Moi, j'étais curieuse de savoir, là, pour les gens qui ne savent pas là, par rapport à la fierté, là, tu sais, par exemple, la fraternité des policiers ne peut pas marcher avec la parade à cause de la répression policière. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. En tout cas, la répression policière qu'il y a eu au Québec dans le temps, tu sais. Puis, est-ce qu'il y a d'autres... Tu sais, dans le fond, vous demandiez un peu le même genre d'affaires. Comme, il y a déjà des groupes qui sont exclus. On veut juste le redemander. En fait, on voulait juste qu'ils reconnaissent qu'il y avait un génocide en Palestine, ce que Radio-Canada n'est pas capable de faire non plus. Mais tu sais, pour nous, c'était plus une question de vous dire que tout le monde est bienvenu, mais c'est pas vrai. Puis là, évidemment, avant que tout le monde puisse even penser à crier à l'antisémitisme, la première chose que j'ai faite en tant que présidente de Helem l'année dernière, quand on a commencé notre contingent, c'est que j'ai contacté Voix juive indépendante. Et donc, et c'est très important pour moi de le mentionner, notre contingent, quand on a fait le die-in, on était Helem, Mubadarat et Voix juive indépendante. Parce qu'on voulait justement montrer que c'est pas une question de judaïsme, c'est pas une question de religion. Tu peux être sioniste puis être ce que tu veux, là. Et donc, ça a jamais été mentionné nulle part. Aucun média, encore une fois, merci Pivot. Aucun média ne l'a mentionné et le seul coverage qui a été fait de ça et que je fais l'entrevue avec mon collègue Zev, qui fait partie de Voix juive indépendante, c'est Pivot qui l'a fait. Ouais. Ouais, t'étais où, Rachel? Oh non!
Non, mais je trouve ça intéressant de faire un parallèle avec, Ouais. tu sais, puis Coralie et moi, on fait un peu la même chose quand ça nous plaît pas qu'est-ce qu'il y a autour d'une table. On amène non seulement notre chaise autour de la table, mais même quand on n'aime pas ça, on crée notre propre table. Tu as créé ton propre festival, tu as créé ton propre réseau, tu sais, dans le sens, tu publies des reportages sur tes réseaux sociaux, là. C'est comme quand même fou, puis que tu te fais embaucher pour ça. Bon, tu dois pas faire le même argent que genre les top-notch à la presse, là, malheureusement. Mais est-ce que c'est un peu ça, toi aussi, qui t'a motivé à devenir journaliste indépendante, de faire comme, hey, moi, je peux pas endosser ce que certains médias disent, je veux faire ma propre affaire. Oui, absolument. Quand avant que j'oublie le mot français pour ça, laid off. Congédié de Global News. Alors, beaucoup de personnes aiment dire que j'étais fired. Mais c'était laid off. Attends, c'est quoi la différence en français? C'est mis à pied. Mis à pied. Oui, Hey, mise à moi, je pied. savais pas qu'il y avait une différence. Ça paraît Oui, que j'avais c'est un vrai juste- job. C'est juste que... Remercier. Il dit les mises à pied, c'est quand ils perdent beaucoup d'emplois. Ben, they get rid of a lot of employees pour l'argent au lieu d'avoir de la cause et leur. Au lieu que ça soit toi spécifiquement. Oui, exactement. Mais j'étais comme un petit. L'histoire que j'ai dit avant, comme j'étais jamais juste une personne qui aimait prendre des commandes ou accepter la première. Comme si ils me disaient, par exemple, qu'une histoire que je leur ai dit que je voulais couvrir au sujet de l'extrême droite n'était pas news. Je leur réponds comme, ben pourquoi? Au lieu d'être comme, OK, je vais juste écrire au sujet de la Royal Family ou quelque chose comme ça. Like, you know? Très canadien comme ça. Ouais. Alors, et quand j'ai été mise à pied, j'ai comme eu un petit espion qui avait encore leur emploi et il me disait quand chaque personne était left slack. Alors, c'était les autres personnes qui ont perdu leur travail. Et c'était presque toutes les femmes. Ouais. Et je pense comme Demi était pas blanche aussi. Et je leur ai parlé et j'ai fait comme un group chat immédiatement. Et j'étais comme, est-ce que vous avez comme des... Et on a trouvé que toutes entre nous étaient les personnes qui juste n'acceptaient pas au premier point l'autorité et les personnes qui disaient nous ne prenons pas comme juste les ordres comme ça. Et ça me fait peur pour les médias parce que ça, c'était une organisation médiatique, une des plus gros dans notre pays. Et si les journalistes devraient être les personnes qui demandent des questions à l'autorité, qui n'acceptent pas juste comme fait accompli que quelqu'un est un chef ou est correct ou non. Alors, ça me faisait peur, mais ça, c'était juste un autre exemple d'un problème que j'ai battu beaucoup de fois dans mon carrière de journalisme, où je trouve que la perspective qu'ils pensent est une perspective neutre. C'est la perspective d'un homme blanche assez conservateur, assez riche, straight, like cis. Et alors, je trouve que c'est comme tout ce qui est pas ça devient comme biased. Biased. Oui. Devient. Alors, pour moi, je voulais vraiment je voulais faire la raison que j'ai commencé mon carrière dans le journalisme, c'est que j'avais fait des études dans les droits humains et je voulais aider les personnes. Et je pensais, leur informer, c'est une façon efficace d'accomplir ça. Mais quand j'étais dans ces organisations médiatiques, j'avais une histoire au sujet de Shireen Abu Akleh, le journaliste palestinien américain qui a été tué par le IDF dans le West Bank dans 2022. Oui, avant le 7 octobre. Avant le 7 octobre. Et j'ai essayé d'écrire cette histoire quand je vivais dans la Tunisie. J'avais... Ouais, on parlait au sujet de ça avant. Et j'avais des collègues en Tunisie qui savaient les journalistes qui travaillaient dans le West Bank. Et j'ai fait des entrevues avec 4 personnes qui savaient Shireen.
3 d'entre eux étaient les journalistes. Un était la journaliste qui a filmé le moment où elle était tuée, assassinée par le IDF. Wow. J'ai écrit cette histoire. Les personnes ont parlé avec moi juste des semaines. Quelques d'entre eux, comme 1 semaine après avoir perdu leur ami. Normalement, n'importe quel média voudrait avoir cette histoire-là. Il n'y avait pas une autre organisation médiatique qui a parlé l'homme qui a filmé ce moment. Et mon newsroom avait dit, il faut qu'on juste fait un peu plus d'edits, un peu plus. Et il y avait des jours, des semaines, des mois. Et j'étais comme, c'est quoi l'attente? Comme 2 editors ont dit, OK, c'est bon. Et puis le editor-in-chief, elle voudrait le regarder aussi. Et finalement, j'ai eu une réponse. Tu n'as pas parlé à assez de personnes. Et je trouve que c'est un peu dramatique. Et c'est un peu... ça lit comme tu étais dans le West Bank. Et tu n'étais pas... Ils ont les journalistes maintenant qui fait le journalisme de la Tel Aviv, qui fait le reportage au sujet de Gaza. Mais, mais c'est un problème. Alors, juste des excuses. S'ils avaient la motivation, on pouvait régler ces problèmes. Mais ils n'avaient pas la motivation. Ils ont tué l'histoire par l'attente. Et ça me fâchait. Et il y avait tellement de moments comme ça que j'ai commencé à penser, je ne peux pas aider les personnes si je travaille pour ces organisations. Mais je dois utiliser le pouvoir que je gagne par être un employé de ces organisations pour avoir un nom que je peux utiliser après pour lancer mon propre carrière. Alors, j'ai commencé vraiment à penser, OK, c'est quoi va être la prochaine? Et après que j'ai lancé mon propre organisation médiatique, mais c'est juste moi. Avec un employé. Nous aussi, on dit ça. Nous aussi, on dit mais ça. j'ai publié cette histoire. Oh, yeah! Bravo! Wow! Ouais. Oh my God! Puis, je me demandais justement, quand tu as fait le saut journalisme indépendant, est-ce qu'il y a des ressources auxquelles tu n'as plus accès maintenant Ouais. qui te... De l'argent, Coralie. Oui. De l'argent. En général. J'avais oublié ça. Non, Je mais... vais dire, je suis assez chanceuse, comme j'ai assez d'abonnés que je peux payer mon loyer. Alors, C'est ça, parce que tu as un Patreon, tu as un Substack. Oui, alors je suis vraiment j'ai du privilège d'avoir obtenu cette... j'ai travaillé vraiment fort. Ben, c'est ça, tu as travaillé fort. Mais aussi, je suis vraiment chanceuse que j'ai cette opportunité parce qu'il y a beaucoup de journalistes indépendants qui sont excellents, qui n'ont pas... c'est difficile d'avoir assez d'argent quand tu fais ça. Mais il y a des autres choses aussi, comme les politiciens. J'étais dans leur tribune parlementaire, sur la colline parlementaire pour 7 ans. Alors, j'étais comme un officiel journaliste de la politique. Et maintenant, ils peuvent, les politiciens, quand je leur lance un email, ils peuvent juste pas répondre. Et ils n'auront pas la même problème qu'ils auront eu avant si j'étais avec CTV ou Global News. Ils peuvent ignorer le gmail.com. Ouais, alors il y a des choses comme ça. Wow, Ouais. c'est vraiment intéressant. À Farouche, on aime ça poser à nos invités la fameuse question si vous avez des bonnes anecdotes de mansplaining à nous partager ou de whitesplaining ou de hétérosplaining. J'aime ça parce que je peux toutes les lancer à Samia. Une qui vous a... Tu sais, je suis sûre qu'il y en a plusieurs, mais est-ce qu'il y en a une comme que vous avez envie de nous partager? Oh my God. J'ai l'impression que je t'en ai tellement raconté, Emna, parce que C'est plus Emna, on est Ben, amis moi, dans je la connais vie. pas. C'est vrai. Non, mais j'essaie d'en spotter une bonne. Mais tu sais, en tant qu'avocate, ça arrive vraiment souvent, le mansplaining, surtout quand je travaillais dans des cabinets d'avocats. Mais, Tu l'as dit, j'ai eu un frisson. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, pour vrai, c'est du quotidien, là. Genre, en tant que personne racisée, queer, qui est une femme, genre, c'est comme difficile, là, tu sais. Je me fais dire c'est quoi être arabe, je me fais dire c'est quoi être musulman, puis je me fais dire, tu sais, vu que je suis une femme, c'est quoi que j'ai pas compris en tant que femme par un homme. Pour ce qui est de la queerness, un peu moins. Mais tu sais,
En tout cas, je pense il y a plein d'idées qui se manifestent dans ma tête, mais c'est quotidien. Pour vrai, on dirait que je pourrais pas en cibler une spécifique. Je pense que c'est plus des questions de gens qui comprennent pas quand je parle. Tu sais, mettons, par rapport à mon militantisme pour la Palestine, par exemple, quand je parle de résistance ou quand je parle tu sais, comme je poste quand même vraiment souvent là-dessus, puis mon contenu plus joyeux, j'ai plus tendance à le poster comme en ami proche, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et ça arrive des fois, les gens qui m'écrivent qui sont comme, hey, tu sais, ça sert à rien que tu postes, tu sais, ça sert à rien que tu appelles au boycott de Starbucks, par exemple, ou de McDo, ou quoi que ce soit. Puis ça me gosse vraiment, tu sais, comme... Parce que souvent, c'est des personnes qui sont non seulement pas impliquées, mais que si j'arrivais à leur parler éventuellement de la situation, ils seraient comme, non, mais tu sais, de toute façon, ça nous impacte pas, tu sais, ça nous touche pas directement. Puis ça me fait toujours plaisir de voir des articles après ça. Tu sais, mettons, par exemple, si on parle du boycott de Starbucks, qu'on apprenne justement que non, ça a un impact. Il y a des cafés qui ont fermé, exactement. qui ont perdu de l'argent. Exactement. Mais ça, je veux dire, c'est quotidien. C'est quotidien. Puis on dirait que, tu sais, depuis le 7 octobre, il y a tellement de tu sais, je pense, on en parle souvent en tant qu'amis avec Emna, là, mais il y a tellement de gens que justement, on réalise peut-être qu'on n'a pas des valeurs... des valeurs alignées, là, c'est un peu triste. Mais ouais, ça rentre dans le mansplaining, dans le whitesplaining, dans le... Ouais, ça fait un ménage. Oui, c'est triste, mais il faut l'accepter. Ouais. Toi, Rachel, une petite story de mansplaining. Par où commencer? Je pense un de mes préférés. Ça arrivé récemment. Et c'est un peu c'est un peu de hot gossip. Ouh, alors, ben pas vraiment. Peut-être juste dans mon monde, mais mon petit monde. Alors, il y avait un gars qui il faisait une histoire au sujet de les menaces que je recevais pour mon journalisme sur l'extrême droite il fait quelques années. Et je l'ai expliqué au sujet d'un groupe extrême droite Diagolon. Et il ne savait rien au sujet de ce groupe. Et pour des mois après, des fois, il me demandait des questions au sujet d'eux. Et, j'ai toujours j'ai aidé les autres journalistes, comme c'est pas grand-chose. Et puis, une journée, il commençait à expliquer les choses à moi. Et j'étais comme, OK. Et plus récemment, CBC a publié une grosse enquête en les groupes extrême droite que j'ai fait le reportage sur pour des mois. Ils utilisaient même, ils n'ont pas pris exactement mes screenshots, mais ils ont pris le même screenshot eux-mêmes que j'avais sur mon YouTube il faisait quelques mois. Je savais que cet homme m'abonnait. Son nom était sur l'histoire. Il était un des auteurs. Et puis, parce que j'ai pas de chef, j'ai pas de patron, j'ai fait une vidéo et j'ai dit, tu peux me donner un peu de crédit? Yay, c'est comme un reverse mansplaining. Et il a des abonnés. That's how you know you got him. Yep. J'adore. Puis, on aimerait finir ce moment de questions avec la question Belle et Rebelle. Donc, Belle et Rebelle, c'est nos partenaires. On les aime beaucoup. C'est une boutique qui vend des produits de créatrices locales, souvent. Et notre question spéciale, dans le fond, c'est une boutique avec seulement des femmes qui travaillent là. Donc, on les aime beaucoup pour ça. C'est sur Saint-Hubert, la rue Saint-Hubert. Donc, d'ailleurs, code promo Farouche 15 pour votre magasinage en ligne. Et on voulait savoir, la question est la suivante. Est-ce qu'il y a des aspects de vos vies où vous appliquez la notion de décentrer les hommes, donc décenterman de votre vie? C'est sûr que la queen... C'est sûr que être lesbienne, ça... Mais y a-t-il des moments où vous décenterman puis vous encouragez les femmes volontairement? C'est ça, là. Mais non, je vais alimenter ça un peu plus. En général, je pense pour vrai, ma propre existence, mes amitiés, ma famille en général, je pense que c'est tellement important, là. Tu sais, comme même, parlons de sororité en général, tu sais, j'ai plus tendance à aller vers les femmes. Je fais vraiment plus confiance aux femmes qu'aux hommes, malheureusement. Mais il y a beaucoup d'hommes que j'aime aussi. Mais c'est sûr que c'est ça, I'm gay. Donc, ouais, je dirais que c'est toute ma vie de centrer les femmes. Puis je pense qu'on devrait tous le faire, hommes, femmes, personnes non binaires. On devrait toujours centrer les femmes parce qu'on est toujours au front. On est toujours au front. Ouais. Très bien dit. Toi, Rachel? Ben, oui, il y a beaucoup beaucoup d'exemples. Oui, comme... mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est un processus.
Vraiment. Comme nous vivons dans une société où nous sommes... c'est enseigné à nous de centrer les pensées des hommes. Mais chaque journée sur l'Internet, je vois la pire de les hommes. Alors, ça le rend assez facile de ne pas le prendre au sérieux. Est-ce que, par exemple, tu sais, je sais que, mettons, tu sais, Coralie puis moi, on en parle souvent, on essaie de ne plus... Ben, en fait, on lit plus de livres sortis, tu sais, écrits par des hommes ou, je sais pas, la musique, on essaie de faire attention, tu sais, mais comme tu dis, c'est vraiment insidieux, c'est comme au quotidien. Oui. Fait qu'il faut comme go out of our way, mais ça devrait être un automatisme. Oh, je fais ça avec mes tatouages. Oh! Oui. Tu choisis juste Moi des aussi? artistes. Oui, mes artistes sont presque toujours les femmes. Mais les gars font mal aussi. Ah. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Les gars sont comme... Hey, ben, merci pour ces super réflexions. Merci beaucoup. Oh yeah! Vraiment. Et on termine avec ton édito, Emna. Oui, hey everyone, this is Bisan from Gaza. I am still alive. 2 ans que je me réveille tous les jours avec une douleur à la poitrine, avec l'empressement de savoir ce qui s'est passé pendant que mon corps d'occidental privilégié avait le luxe de dormir. 2 ans que je développe un lien parasocial avec cette jeune et brillante journaliste, Bisan Aouda, que j'attends impatiemment de l'entendre prononcer ces mots et que mon cœur se serre si elle ne donne pas de nouvelles pendant plusieurs jours. 2 ans qu'elle nous présente avec pas plus que son téléphone cellulaire le quotidien de son peuple, bombardé, déplacé, ethniquement nettoyé, tué. Dans les derniers jours, Bisan a retrouvé le sourire, comme à peu près tous les Palestiniens que je croise sur mon feed Instagram. La nouvelle de l'accord du cessez-le-feu a fait multiplier les vidéos de chants, de danses, de larmes de joie d'enfants qui peuvent enfin rêver à une nuit paisible sans se faire réveiller par les bombes. Les gens qui me suivent savent à quel point j'ai la cause palestinienne à cœur, évidemment. Puis depuis quelques jours, mes DMs sont remplis de messages par rapport à ce fameux accord de cessez-le-feu. T'as-tu vu, Emna? C'est super, hein? C'est un peu d'espoir, enfin. Puis la vérité, c'est que je ne sais pas vraiment quoi répondre parce que j'ai beaucoup de misère à ne pas tomber dans le scepticisme. J'ai eu le cœur tellement brisé à force qu'Israël nous donne de faux espoirs, à force qu'Israël annonce un cessez-le-feu, mais qu'au final, aucun feu ne cesse véritablement. Après tout, les braises des derniers bombardements sont encore fraîches et bien chaudes. Mais la vérité, c'est aussi qu'on s'en calisse un peu de mon opinion. Hein? Si les Palestiniens célèbrent, je célébrerai aussi. Si les Palestiniens ont espoir, qui suis-je pour ne pas le nourrir et l'amplifier? Mais nous ne sommes pas naïfs, insiste Bisan. Les Palestiniens le savent que c'est pas fini, que c'est juste le début. Les Palestiniens le savent en amorçant leur longue marche de retour vers le nord de Gaza, après avoir été torturés et forcés de le quitter, que ce qui les attend est tout sauf un long fleuve tranquille. Mais comment ne pas se réjouir des mots de Bisan de ce matin, 10 octobre 2025? We are the returners. We are the land owners. We are the right owners. Hey everyone, this is Bisan from Gaza, and this is the best time to tell you that I am still alive. J'ai renoué avec les manifs dernièrement. C'est une extraordinaire action militante, une façon de se rassembler, de faire nombre, de démontrer son soutien. C'est pas ma façon préférée, personnellement, juste parce que c'est un cauchemar d'overstimulation pour mon petit cerveau neurodivergent. Mais je le sentais que j'avais besoin de renouer avec les manifs, avec les manifestants, les manifestantes surtout. Il n'y a pas grand-chose de plus beau, je trouve, que de croiser le regard d'une inconnue qui est sortie de chez elle comme toi, beau temps, mauvais temps comme toi, qui s'époumonne comme toi, qui fait des side-eye à la police comme toi, qui joint sa voix à un mouvement beaucoup plus grand qu'elle et toi pour insuffler un peu d'humanité aux tragédies qui se déroulent sous nos yeux. Il n'y a pas grand-chose de plus beau que de voir des passants s'arrêter près d'une manif pour essayer de comprendre ce qui se passe puis sentir dans leur regard qu'ils sont un peu jaloux de ne pas y participer. Il n'y a pas grand-chose de plus beau que de voir des gens assister à leur toute première manif. C'était le cas du fils de bientôt 5 ans d'une de mes meilleures amies il y a quelques jours. J'ai passé plus de temps à le regarder lui qu'à suivre ce qui se passait dans la marche, je pense. Voir dans ses yeux d'enfant qu'il était surpris, impressionné par un tel rassemblement d'autant de personnes qui se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, mais qui sont tous portés par la même envie, crier au monde entier que la Palestine sera bientôt libre.
C'était grand. C'était beau. Il n'y a pas grand-chose de plus beau que la vidéo que mon ami m'a envoyée quelques heures plus tard de son fils qui scandait, pensant être à l'abri de tous les regards. Solidarité. Après avoir pourtant passé toute la manif en silence, probablement ébahi par tant d'unité. Un cessez-le-feu ne veut pas dire de cesser de parler de la Palestine, de cesser d'être sur nos gardes, de cesser de boycotter, de manifester, d'utiliser nos voix pour dénoncer le colonialisme. Nos voix sont plus fortes et plus puissantes qu'on le pense, surtout quand elles résonnent à plusieurs. Ne cessez jamais de parler de la Palestine. Ne détournez pas le regard, ni sur la Palestine, ni sur tous les autres génocides qui se déroulent en toute impunité. Nos voix sont plus fortes et plus puissantes qu'on le pense, surtout quand elles font chier des messieurs blancs en position de pouvoir. Oh yeah! Merci, Emna. Faut pas que je regarde tes parents, sont en train de brailler, je vais brailler. Merci, Emna. C'est ce qui conclut ce merveilleux épisode de Farouche. Avez-vous eu du fun? Oui. Merci à nos invités, Samia Amrani et Rachel Gilmore. On peut les applaudir encore une fois. Alors, Samia, on peut suivre Helem Montréal sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut suivre aussi pour toutes les... Dès que Samia colle une manif, il faut juste y aller. OK, c'est ça qu'il faut faire. Oui, vous pouvez suivre Helem, vous pouvez suivre Wild Pride, mais je voulais profiter du fait que tu parlais de tous les génocides pour parler de la pas la cagnotte, là, mais la friperie de téléphone qu'on organise ensemble. Oui. Ça n'a pas été facile parce dans le fond, on veut organiser une cagnotte de téléphone parce que le iPhone 17 vient de sortir, puis tout le monde veut un nouveau téléphone, mais nous, on veut pas que vous achetiez de nouveaux téléphones. Donc, si vous avez un téléphone qui traîne chez vous puis que vous voulez vous en débarrasser, s'il vous plaît, allez le déposer à Le Guélion pour que notre friperie de téléphone ait lieu, parce qu'il faut parler du Congo, il faut parler du Soudan, il faut toujours parler de la Palestine, mais il faut parler des autres génocides. C'est trash à dire comme ça, mais c'est vrai. Donc, c'est ce que je voulais slide in, vraiment, juste si vous avez un téléphone à donner, Le Guélion. Merci beaucoup, Samia. Toi, Rachel, où est-ce qu'on peut te suivre? Je suis partout. Juste regarde Rachel Gilmore. Il y a trop de place. Oui, tu as un Patreon, tu as un podcast qui s'appelle Bubble Pop with Rachel Gilmore. Et aussi, c'est Patreon, Substack, YouTube, TikTok, Instagram, partout. Génial. On les applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Merci. Oh yeah! Quelques remerciements maintenant avant de vous laisser partir. On aimerait ça dire merci à Gabrielle, notre nouvelle productrice de Pivot, de Farouche, de l'Ombre, et toute la gang de Pivot pour la confiance. On vous invite à contribuer à Pivot, surtout que leurs abonnements sont déductibles d'impôts. Fait que faites ça. Sinon, abonnez-vous au moins à leurs réseaux sociaux, Pivot Communauté sur Instagram, Pivot Québec sur TikTok, YouTube et Blue Sky. Merci à Marie-Ève aussi et toute la gang de la Maison du développement durable pour le bel accueil. Merci. On vous rappelle que la Maison du développement durable a tout plein de locaux à louer pour vos événements et que les OBNL ont 33% de rabais du vendredi au lundi. Fait qu'allez voir leur programmation au lamdd.org. Plein de beaux événements à venir. Merci aussi à la gang du restaurant Zinzin de nous avoir abreuvés et nourris. Oui. Merci. Oui, on peut continuer d'applaudir. Merci à Véronique Bilodeau pour l'arrangement de notre jingle. Merci à vous, cher public, qui s'est déplacé. Applaudissez-vous encore et encore. À nos auditeuristes à la maison et à nos abonnés Patreon qui nous ont envoyé de belles contributions. Et puisque tous les nouveaux abonnements de 5 $ et plus par mois se méritent de fabuleux remerciements en ondes, eh bien, on va les faire. Attention, il y en a une couple. Donc, merci à Marie-Pierre, à Sabrina Saint-Pierre, Sophie Nicole, Dany Royer, Claudia Fioré, Chantal Poulain, Léo Sud, Émilie Gobeil-Roberge, Marie-Lise Hamelin, Mathilde, Émilie Marceau-Briggs, Lynn Lamontagne et Sylviane Dubé. On peut les applaudir. Merci, Patreon. Et ça va être une nouveauté cette année. On va enregistrer une petite prolongation Patreon avec nos invités. Mais par contre, je pense qu'on va se faire crisser dehors dans la MDD. Fait qu'on verra comment on fait ça après. Restez avec nous, tout le monde. Et sinon, vous pouvez aller sur notre patreon.com/farouche pour venir nous encourager et voir le contenu exclusif. Merci à nos commanditaires Eros et compagnie et Belle et Rebelle. Utilisez notre code promo Farouche15 pour vos rabais lors de vos magasinages dans ces deux boutiques. Oui, et c'est d'ailleurs Octobre Rose en ce moment, le mois de la sensibilisation pour le cancer du sein. Puis nos amis chez Belle et Rebelle en profitent pour éduquer et soutenir la recherche. Fait que raison de plus pour aller les voir à la Plaza Saint-Hubert ou visiter leur site web pour ajouter un petit don à votre facture. Si vous avez aimé cet épisode, la gang, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Le bouche à oreille, ça reste une des meilleures façons de nous aider. Merci maintenant à mon amie Coralie Laperrière. On peut l'applaudir. Et merci à toi, Emna Achour. On l'applaudit.
D'ailleurs, si vous voulez plus de Emna et moi, on va faire un spectacle pour les élections municipales. Ça va être le 2 novembre prochain. Suivez nos réseaux sociaux. Ah, Yes! tout le monde est content. Le 2 novembre prochain, il va y avoir des messieurs, par contre. Il va y avoir aussi Octave Savoie-Lortie, mon C'est ton copain, chum, c'est correct. sur le spectacle et Xavier Boiron, mais on les aime, ceux-là. Ceux-là sont corrects. Donc, surveillez nos réseaux sociaux pour acheter les billets. Et merci encore une fois à nos invités, Rachel puis Samia. On les applaudit, s'il vous plaît. On est très, très heureuse de vous annoncer déjà les invités de notre prochain épisode devant public qui sera enregistré ici même le vendredi 14 novembre. Geneviève Labelle et Mélodie Noël Rousseau de la compagnie de théâtre Pleurer dans la douche, les créatrices de la fabuleuse pièce Ciseaux qu'on sait que vous adorez. Vous pouvez déjà acheter vos billets. On se laisse sur notre jingle pour une dernière fois. Bonne soirée et à bientôt!